Hey, tu t'apprêtes à voir la version étendue de mon épisode de The French of the World numéro 9 avec Quentin. Dans cette version étendue, on parle de plein de choses super intéressantes, mais si toi, tu as déjà vu la première partie qui est commune avec la version normale, tu peux directement aller à 49 minutes pour voir l'épisode au complet. Et je te souhaite un bon visionnage ou une bonne écoute. Bon, on a tellement de choses à se dire, à parler. Ouais, Je vais lancer l'épisode. Ok, donc voilà. Alors, ok. 3, 2, 1. Non, je rigole. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de The French of the World. Aujourd'hui, on est avec Quentin et c'est pas un épisode comme les autres. Je vais Bonjour. vous expliquer pourquoi c'est pas un épisode comme les autres. Mais avant, je fais un rappel super court du concept. C'est un podcast pour les gens qui apprennent le français ou qui sont juste intéressés par la francophonie en général, le monde des francophones. Et moi, en fait, je veux juste faire découvrir les cultures, différentes cultures qui parlent français, et aussi aider les gens à apprendre le français et avoir du matériel pour écouter du français, sans que ce soit aussi dur que quelque chose qui soit fait pour les natifs. Parce que quand on a des expressions un peu compliquées, je les expliquerai moi, mais pas que ce soit quelque chose qui soit trop facile comme ce qui va être trouvé sur Internet. Donc voilà, c'est le principe du podcast. Je sais pas si Quentin, t'as déjà vu un de mes Alors, épisodes ou pas, mais si je t'avais expliqué un peu ouais, le ouais, concept. je suis passé sur une de tes vidéos, effectivement. Je trouve que le concept est génial parce que c'est vraiment une offre intermédiaire de contenu en termes de difficulté de langage et Ouais, d'expression. Donc moi, je trouve ça très cool parce que c'est très merci. imagé, c'est très incarné comme discours. C'est beaucoup mieux voilà, qu'un livre de français, quoi. C'est ça, c'est ma Tout à la philosophie. fois. Oui, voilà, donc pour moi, je trouve ça très bien et je ferai gaffe aussi bah, à, à rester fluide dans ce que je Ouais, dis, mais t'inquiète, tout je suis tout là. en faisant des points, voilà. Mais Oh, c'est dur je de sais que pas t'es là pour parler ça. vite. Je sais que Ouais, moi-même, je parle vite. C'est dur de pas parler vite. Mais je pense que là où on peut perdre les gens, c'est si on utilise des expressions genre faire une pierre deux coups, ou, tu sais, des expressions qu'on ouais, utilise genre ouais, hyper bien sûr. naturellement. Ça, c'est ça que je vais surtout pas analyser, mais genre décrire. Donc, Ouais. je vous présente Quentin. Pourquoi c'est un épisode particulier? Parce que Quentin, ça fait combien de temps qu'on se connaît, Quentin? Est-ce que tu... Ça fait genre Alors, 13 ans, 14 ans ça bientôt? fait depuis le CP qui est donc la classe, la première année obligatoire d'école en France. Ouais, à Et le 6 ans. CP, c'était pour nous, ouais, c'était il y a 13 ans, donc ça fait un petit paquet d'années quand même, hein. Ça va faire 14 ans là, parce que Ouais, c'était un. Bah, je me rappelle plus des années, mais je pense que ça fait 14 ans. C'est fou. ça fait Donc 14 ans. avec Quentin, on a toujours été très proches. On a toujours été de Ouais, très bons amis dès le primaire. Le collège aussi. Donc le collège, c'est pas comme en anglais, college, c'est genre le middle school. Puis le lycée, qui est le secondaire, comme ils disent ici au Québec. Mais voilà. Et puis après, on a changé de ville. On a plus vécu dans les mêmes villes, donc ça fait 2 3 ans. C'est ça, ça fait deux ouais, trois ans tout à fait. qu'on qu'on a un peu plus de mal à se voir parce que ben, moi je suis allé vivre au Canada et puis Quentin maintenant t'es à Marseille, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Tout à fait, tout à Donc fait. voilà, mais Moi, je suis vraiment ouais, content de t'avoir ici. Est-ce que tu mais peux très heureux te d'être là. présenter rapidement, dire ce que tu fais dans la vie, genre Bien rapidement, sûr, et où est-ce que t'as grandi, même si moi je sais, mais genre juste bien explique-nous sûr. un peu tout ça. Je vais raconter ça à tout le monde. Alors, je m'appelle Quentin. Je suis donc français de métropole et je partage ma vie du moins aujourd'hui entre Marseille essentiellement et Céreste, qui est une petite ville dans la périphérie de Marseille. C'est là que j'ai grandi avec Lucas. On a côtoyé les mêmes écoles, les mêmes structures Mm. d'éducation. Donc dans le coin de La Ciotat, qui est une C'est ville ça. intermédiaire à côté de Marseille. Et aujourd'hui, je suis en médecine, donc je rentre là en septembre en troisième année de médecine à Marseille, avec pour ambition d'ici quelques années de partir à Paris ou ailleurs pour voir un peu le monde, parce que c'est bien beau de rester dans la même région, mais on a parfois des envies d'ailleurs. Voilà, Ouais, c'est pour poser super, un petit merci cadre. beaucoup pour ce beau cadre, ouais, belle description de toi. On va avoir l'occasion de parler un peu plus, si tu veux, qu'on rentre
dans des discussions un peu Oui, personnelles, parce qu'avec Quentin, dès qu'on parle, en fait, on trouve toujours un moyen de d'amener le sujet hyper loin et genre d'aller rentrer dans des débats. Je me rappelle, on était au collège et on était tout le temps en train de débattre. C'était vraiment, genre, oui. je sais pas si tu te rappelles, genre sur des sujets bêtes, Ah je me oui, rappellerai oui, même oui. plus, mais j'ai toujours eu des discussions super intéressantes avec toi, donc c'est pour ça aussi que je Ouais. suis vraiment content d'avoir sur le podcast. Donc, Ah oui, euh, certaines de nos discussions m'ont hmm. encore marqué, hein. Enfin, je me mets en mémoire. Et là, ça fait longtemps Je me mets en qu'on s'est mémoire. pas parlé. Il faut qu'on le dise aux autres, Ouais. aux spectateurs, Ouais, ça fait ouais, tout longtemps à qu'on fait. s'est pas parlé, donc ça va être comme genre deux vieux amis qui se racontent un peu ce qui se passe là, en ce moment. Mais oui. Et je pense que j'aimerais bien juste parler de ton parcours un petit peu, genre, parce que t'as vraiment un Mhm. parcours genre intéressant et, et je trouve que genre t'as eu des beaux accomplissements déjà. Donc je peux genre juste, je vais le dire aux gens. Quentin en fait il a commencé une année de médecine. Enfin, il a commencé. Il a fait la première année de médecine, qui est en fait quelque chose de très très important en France. Je sais pas dans les autres pays, je suis pas assez renseigné pour ça, mais en France, la première année de médecine, c'est quelque chose qui est très très intense. Est-ce que tu peux nous décrire tout ça? Et je vais juste dire avant que tu parles de ça que il a fini deuxième de toute sa promotion, donc de toute son année sur je sais plus combien de personnes, mais voilà, donc il a vraiment genre tout cassé. Ça veut dire qu'il s'est vraiment très bien Alors, débrouillé. je te remercie. Je vais dire un mot sur, sur la première année. En fait, le système français est fait de la façon suivante. Les études médicales sont conditionnées enfin, à l'entrée des études médicales. Il y a un concours avec un nombre de places limitées qui s'appelle le numerus clausus en France. Voilà, c'est le nom c'est le nom du concours. Et chaque année, un nombre de places est défini et tout le monde est libre de s'inscrire à la fac, mais le nombre de places ne s'adapte pas à la quantité d'étudiants qui postulent, mais vraiment aux besoins prévisionnels des futurs médecins. Et donc chaque année, il y a, selon les facs, entre 10 et 15% des étudiants qui passent cette première année. Donc c'est vraiment une année de concours dans laquelle on s'enferme, Hmm. on ne fait rien d'autre que travailler. C'est Et il très exagère français même comme pas. système, C'est vrai. C'est mais très vrai. C'est. effectivement, ouais, ouais, c'est Ouais, une année pendant laquelle moi j'ai vu personne, j'ai pas vu même la lumière du jour parce que c'est je vrai. travaillais toute la journée. Mes pauses étaient minutées et ma vie tournait exclusivement autour du travail. Et donc ça se décline en 2 semestres, donc c'est en tout 8 mois de travail. Et, Mhm. euh, et ça s'est fini donc il y a un peu plus d'1 an pour moi. Plutôt bien, du coup, comme l'a dit Ouais, Lucas, mais effectivement, je m'en rappelle encore de ça. sacrée, sacrée épreuve de vie. C'était content. Sacrée épreuve de vie. Et, ouais, et Lucas était un des premiers à connaître mon résultat, puisque je me rappelle encore de la C'est photo que je vrai. t'avais envoyée de ma tête Ouais, je me rappelle ahuri très bien. devant les résultats, mais C'était tu as été quelle un des surprise, premiers. ouais. Ouais, Ouais, ouais. ouais, Enfin, non, pas mais une oui. surprise du coup, parce que j'imaginais que t'étais. Je te connais, je sais de quoi t'es capable, mais c'était assez fou parce que bah, c'était sur combien? 3000 et quelques? Alors, il y avait, non, mon année sur le Non, peut-être pas concours, il y 3000. avait 1500 Ouais, étudiants, c'est ça. donc Marseillais qui passaient le concours, et il y avait 230 places d'ouvertes, 240 places d'ouvertes pour ces 1500 personnes en médecine. Voilà, c'était la C'est répartition. impressionnant, C'est ouais. pas, voilà, c'était pas une année, c'était encore une année de transition entre deux réformes, donc un peu compliqué. On va pas rentrer trop dans les détails, mais voilà Ouais. pour les chiffres. Ça, en France, ils Voilà. aiment bien changer un peu tout les systèmes Ouais, scolaires. C'est pas mieux, c'est peut-être un peu pire des fois. Je sais pas, ça leur plaît de tout changer. ouais. Ils font des systèmes, Ouais, non, ils en tout cas, expérimentent c'est beaucoup. sûr que ça évolue. Ouais. Et là, rapidement, à quoi vont ressembler tes prochaines années d'études? Là, t'as fait ta deuxième année, tu t'engages sur ta troisième année de médecine, et Ouais. puis juste à peu près, ça va ressembler à quoi? Alors, en France, médecine, c'est donc un cursus qui se décompose en deux parties. Les 6 premières années obligatoires pour tout le monde, qui sont 6 années théoriques, avec du coup des stages Mhm. hospitaliers, et les 4 à 6 suivantes, selon la spécialité choisie, qui se passent à temps plein à l'hôpital, c'est de l'internat. Et donc moi, je suis au milieu de la première partie, c'est-à-dire la partie théorique. Je rentre en troisième Mhm. année. Donc là, ma vie de deuxième année, ça a été une vie partagée entre les cours
Et Mhm. l'hôpital, très peu, très très peu à l'hôpital en fait, hein, parce qu'on n'y est qu'une demi-journée par semaine. À D'accord. partir de l'année prochaine, j'y serai 3 demi-journées par semaine et ça va graduellement augmenter au fur et à mesure des années. La Mhm. troisième année, Et à ça va la être fin, une année c'est... de... Pardon. Ouais, oui, oui, Non, non, j'allais dire que, ben, genre, les années théoriques, elles sont, genre, pas faciles. Enfin, c'est plus facile que la première. Et puis, je crois qu'à la fin, t'as l'internat, mais ouais, avant de faire l'internat, t'as un concours. Donc, c'est oui, ça, oui, t'as tout à fait. encore, ça Exactement. filtre encore les étudiants. Ouais, Donc, c'est vraiment intense comme il programme. y a un deuxième concours à la fin du premier cycle pour choisir les spécialités. Voilà. Et à partir de la troisième année, ce concours, il se prépare sur un peu plus de 2 ans. Et donc à partir de la troisième Mon année, on Dieu. va se remettre à travailler sérieusement, du moins beaucoup plus que ce que je pouvais le faire en deuxième année, pour préparer le concours, mais alors à une échelle temporelle beaucoup plus importante que ce que j'ai Waouh. connu maintenant. Et Voilà. juste rapidement, c'est quoi ta spécialité pour l'instant que tu penses choisir? Ou les spécialités Alors, peut-être? ouais, moi ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée de composer un peu mon parcours professionnel entre la clinique et la recherche médicale. Et pour ça, Mhm. il y a par exemple l'oncologie qui est vraiment la spécialité qui s'occupe des cancers, qui est tout indiqué parce que c'est Mhm. à la fois beaucoup de travail à l'hôpital, mais aussi beaucoup de recherche possible. Et aujourd'hui, c'est plutôt vers ça que je me dirige. Voilà, c'est donc Ok. l'oncologie. Ok, je pense que Mais c'est bon, très je suis encore. intéressant pour les spectateurs de Ouais, juste de comprendre un peu. En fait, ça aide un peu à comprendre notre mentalité parce que ben, le système scolaire, il est vraiment. Je pense qu'en Europe, en général, c'est un peu comme ça. Quoique, tu me diras, il y a beaucoup de gens qui vont étudier en Espagne et au Portugal en étant français. ouais, C'est quelque chose qui arrive beaucoup effectivement. parce que justement, là-bas, c'est pas aussi intense et c'est pas aussi. Ça te restreint pas autant dans ta vie parce que, bah, comme tu as dit, ta première année et puis là, tes prochaines années vont être très intenses. Donc, ouais, Ouais, ça, je pense que ça dicte un peu notre mentalité ou l'inverse, ça monte notre mentalité par le biais de nos ouais. systèmes scolaires. Mais Ouais, ouais. oui, Euh, c'est un système qui se veut élitiste, hein, effectivement, hum, qui se hum. veut élitiste par par ses fondements, son fonctionnement. Et, on retrouve pas forcément ça à côté. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'étudiants français qui ne passent pas le Hum. concours et qui vont à côté pour suivre quand même des études médicales, Ouais. par Ouais, exemple. ouais, Bon, enfin, moi, je parle c'est. de mon domaine, de ce que je connais, mais Ouais, mais il n'y a pas que y a pas que la médecine en plus, hein. Il y a plein d'écoles ouais, qui accueillent beaucoup d'étudiants français. Bah, Montréal, c'est vraiment un bon exemple. Je crois qu'au campus de l'Université de Montréal, je sais pas, mais il y a une proportion qui est vraiment importante de Français. Même pas d'étudiants internationaux, non, de Français directement. C'est ouais, assez fou quand tu es sur le campus, tu vois beaucoup de Français. Donc ça, ouais, je trouve ça intéressant de commencer avec ça. Mais je pense qu'on n'est pas obligé ouais. de parler de système scolaire et tout le podcast. Mais Quentin, tu changes complètement de sujet, mais tu reviens d'un voyage. En tout cas, tu as fait un long voyage en juin, c'est ça? Est-ce que tu peux Tout à genre fait. nous expliquer un peu ce que tu as fait? Et mais en fait, moi, j'ai envie de savoir parce qu'on n'a jamais eu l'occasion d'en parler Mais correctement. alors, je Tu vais m'as t'en juste dit dire, que c'était bien génial et sûr. tout. J'ai même pas vu de photos. Donc écoute, Ouais, mais ça, alors, tu as la parole. bien sûr, je t'en dire un mot. Pendant 5 semaines, entre juin et juillet, je suis parti en Indonésie avec 2 copains. Et on a fait un voyage exceptionnel, ça c'est sûr. Mais un voyage qui se voulait un petit peu hors des grands sentiers touristiques habituels. C'est-à-dire que, ben, moi, de ce que j'avais pu en entendre, l'Indonésie, c'était Bali. L'Indonésie, Mhm. c'était le surf et Bali essentiellement. Et c'est ce qu'on s'est appliqué à éviter en fait, hein, parce que Bali, on n'y a passé que 3 jours pour rentrer. Donc sur les 5 semaines, c'est pas énorme. On a arpenté l'île principale, qui est l'île de Java, avec Arpenter, tu peux juste dire ce que ça veut dire? alors arpenter, Arpenter. voilà, c'est parcourir. C'est Ouais, un synonyme de parcourir, parcourir, un synonyme aller de dans découvrir, partout. voilà, Ouais, voilà. super. Tu peux continuer. Euh, on a parcouru l'île principale qui est Java, un sacré choc culturel, hein, parce que c'est quand même un pays qui inévitablement vous frappe par le niveau de développement qui est quand même bien inférieur à celui qu'on connaît vers chez nous. Donc Mhm. forcément, il y a un choc culturel assez important, mais c'est édifiant parce que la culture là-bas est très différente, mais les gens sont très accueillants. Et, Ouais.
Et même s'ils ne parlent que très peu anglais et que la communication avec eux est assez difficile, c'est un vrai plaisir de découvrir ça. Et après, donc, ce passage de 2 semaines et demie sur l'île principale, on a passé les 2 semaines et demie Ouais, restantes sur les îles de la Sonde, qui sont les îles au sud-est de Java, entre donc Flores, Lombok et Bali pour finir, Sumbawa et Bali, voilà, d'accord. qui sont qui ont constitué la deuxième partie de notre voyage dans les îles indonésiennes. Et quand tes journées, elles ressemblaient à quoi? Est-ce que vous marchiez beaucoup, genre de la visite juste pour regarder, visiter, ou est-ce que vous aviez des activités prévues, des expériences, décris-nous un peu tes expériences un peu insolites, ou même tes galères, si tu veux, Ouais. les soucis que tu as eu, parce que ça, en fait, je Ah pense que ben bien sûr. c'est ça qu'on retient dans les voyages, plus que quand on est allé voir un temple qui était joli, je pense que c'est plus les galères. Ouais, effectivement. Alors, un petit élément de contexte quand même. C'est un voyage qui s'est vraiment voulu aventurier au possible. C'est-à-dire qu'on n'avait rien de Uhum. réservé. On a énormément dormi chez Habitant, en guest house, Ah, énormément. c'est une bonne chose, ça, c'est trop Euh, bien. qu'on trouvait à la dernière minute, voire vraiment, on arrivait dans les villes, on n'avait rien. Mais c'était Ah ouais, très est-ce bien comme que ça c'est parce qu'en par fait, un site? Ou pas dans la alors, rue, vous allez voir quelqu'un, comment vous faisiez? ça nous arrivait d'en trouver comme ça, d'en trouver par des recommandations de voyageurs qu'on pouvait croiser. Ça nous C'est arrivait d'en fou. trouver sur Booking aussi, parce qu'il y avait quand même pas mal de trucs sur Booking, Ah c'était d'accord. très pratique. Voilà. Et on composait un peu comme ça nos hébergements en fonction de ce qu'on entendait. Enfin, j'ai des souvenirs comme ça d'un hébergement tout à l'ouest de l'île de Java, vraiment au fin fond de l'île. Il n'y avait rien. On avait fait 8 heures de minibus pour y arriver. Et en fait, c'est juste le garde de l'entrée du parc national dans lequel on arrivait, qui avait appelé son copain qui gérait le seul établissement du village du parc et qui nous avait réservé une chambre comme ça. Et en fait, on est Mon arrivé Dieu. là-bas et le gars nous avait dit, mais en fait, vous êtes, euh, vous êtes les premiers occidentaux que je vois du mois. On était le 20 juin et en haute saison, ils ont un groupe d'occidentaux par semaine. Voilà, même pas par jour, C'est par rien. semaine. Et donc c'est vraiment, C'est enfin c'était rien. vraiment très très loin T'as vu la des vraie Indonésie. ouais, T'as des vu grands sentiers l'Indonésie touristiques. authentique. Pas que ce C'était soit une vraiment mauvaise chose d'aller à exceptionnel. Bali, hein. Mais je trouve ça intéressant de voir ça aussi, Ouais, d'entendre ouais, parler ouais. de Non, ça. mais parce que c'est forcément plus marquant, je pense, de se retrouver Mhm. vraiment au bout du monde, de partir dans la Ouais. jungle avec un guide que vous rencontrez le matin même parce que c'est le cousin de votre hôte et qui arrive pieds nus et qui va marcher avec vous 35 kilomètres dans la jungle, pieds nus en short, alors que vous êtes équipé en tenue de combat, armé, paré d'anti-moustique et tout. Enfin, c'est Trop drôle. des sacrées expériences, des très bons souvenirs. Et voilà, c'est voulu route. Donc route, c'est vraiment confort minimal, Ouais. aventure, improvisation. Et tout le long du trajet, voilà, on s'est retrouvé dans des endroits pas possibles, mais on était vraiment dans cette idée-là du début à la fin et J'adore. J'adore. on s'est Vous vraiment étiez marré. combien? On était trois, donc trois garçons, trois Ah, ok. copains de fac. Ça tue. Et effectivement, ce que j'ai pu réaliser pendant ces 5 semaines, c'est que, parce que auparavant, donc l'année précédente, j'étais parti tout seul. Et là, à Ouais. trois, on se rend compte qu'en plus de partager ce qu'on vit, euh, on se donne du courage. Même si ça apporte son lot de contraintes d'être à trois par rapport au voyage seul, ça a quand même Ouais. pas mal de vrais avantages, et notamment celui de se donner du courage et de partir dans des endroits reculés dans lesquels on serait jamais allé Mhm. euh, sans un petit groupe et un appui certain Ouais, parce que bah, pour s'y retrouver. c'est ta protection aussi. Genre, à 3, Ouais, vous êtes moins vulnérable. C'est oui, incroyable. ah oui, Et attends, est-ce que complètement, je peux te demander, c'est passé comment la nourriture? Est-ce que tu as eu des aventures avec ça ou c'était facile? Tu faisais comment pour manger? Parce que j'imagine qu'il n'y avait pas tout le temps des supermarchés, des magasins où tu pensais, où c'était genre safe, où c'était sécuritaire de manger. Ça se passait comment? ouais. Alors, alors là-bas, la nourriture coûte vraiment très 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 peu d'argent par rapport à un budget de touristes occidentaux. Mhm. Euh, et donc on mangeait quasiment exclusivement dans des petits boui-boui. Des petits boui-boui, donc c'est ces food trucks qu'on trouve un peu D'accord. partout parce que voilà, il y en a de partout. Tous C'est les leur mode de vie, c'est comme ça qu'ils mangent eux voilà, aussi, ou est-ce qu'ils ont exactement. des... Ok.
Donc au jour C'est le comme ça jour, qu'ils mangent. il n'y avait pas de. Voilà, c'est vraiment au jour le jour. Nous, on prévoyait rien, on n'achetait pas de courses particulièrement, juste pour Mhm. voilà les goûter et avoir de quoi manger quand on avait faim. Mais sinon, on s'arrêtait dans des petits food trucks qu'il y avait à tous les coins de rue en fait. Et les Indonésiens, leur alimentation, elle est faite quasi exclusivement de riz et de poulet, vraiment. Et on a Wow. mangé quasiment que ça. Pas un légume pendant des jours et des jours, et des fois on n'en pouvait plus, on allait juste au Ah ouais, supermarché ça doit s'acheter des être bananes parce on n'en mangeait pas. Et on se retrouvait à manger dans un endroit qui était mais vraiment dégueu. Alors au début on était un peu dégueu, ça veut dire très 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 dégoûtant, très sale. voilà au Ouais, niveau voilà au niveau hygiène hein, je parle au niveau ouais. hygiène parce que bah en fait ils cuisinent par terre et quand on arrive et qu'on n'est pas Mon Dieu. préparé à ça choque pas mal. Ils En cuisinent tant par terre, ils que, cuisinent ouais, en devant tant nous. qu'occidental, c'est bizarre. En tant qu'occidental c'est bizarre. Hmm. Mais à la fin, bon, on voyait, on n'a pas eu de déconvenue de transit. Et d'ailleurs, c'est assez Ça s'est miraculeux. passé. Voilà, ça s'est Ok, passé. Ça s'est ça s'est passé passé. sans encombre Bravo. digestive. Mais ça s'est passé, voilà. Incroyable. Et au début, on avait pas mal peur. Et puis au final, bon, on a dû se faire un petit peu une Et immunité à ouais. petite dose. Donc Et on ils mangeait dans utilisent des des food trucks sauces essentiellement. ou genre c'est juste du riz poulet? Est-ce qu'il y a des sauces de. Je suis trop curieux, Ouais. genre. Alors il y a pas mal de sauces épicées qui sont juste immangeables parce que parce qu'ils mettent une quantité de piment qui est à peine croyable. Ouais, c'est Et pas pour nous, d'ailleurs, quoi. ouais, dans les restaurants, alors ça, on a vu ça que dans des restaurants, ils avaient deux menus, du moins deux assaisonnements, un pour les touristes et un pour les Indonésiens. Ils te le précisaient. Ils te disaient assaisonnement local et assaisonnement pour les touristes. Ils te le précisaient. Et ça, c'était D'accord. assez rigolo parce que, bah voilà, ça te montrait bien que ils avaient pensé à On ça n'a pas le même et palais. que, ouais, non mais voilà. Donc c'était soit ça, soit des sauces industrielles Hmm. Genre ketchup. absolument immangeable, très sucré et très Ok. voilà, très donc moi essentiellement pas de sauce pour moi, mais ça nous arrivait d'essayer des trucs quand même. Ouais, Putain, c'est trop bien. Et ouais. est-ce que je pense que c'est un pays assez sécuritaire en général, mais est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu peur des gens que vous avez rencontrés qui sont pas qui étaient pas très nets, qui étaient un peu suspicieux, ou vous avez eu des rencontres ou Ah, des moments comme ça? alors non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Nous on a vraiment ressenti l'accueil des gens à Java d'une façon assez fantastique parce que on est très intrigué par eux et il n'y a pas de, il y a aucun sentiment de comment dire, de gêne quand on arrive Mhm, même dans des endroits très reculés, de gens qui peuvent mhm. mal vous regarder, par exemple, parce que vous venez d'ailleurs, qui peuvent vous regarder avec envie, même D'accord, parce que on a côtoyé des endroits où les gens étaient très très pauvres, mais les gens sont pas miséreux. Ça, d'accord. c'est un point important. Les gens sont pauvres, mais pas miséreux. Et les gens vous accueillent et sont intrigués par vous. Après, il y a eu un petit point amusant, c'est qu'on a plusieurs fois loué des scooters pour se déplacer. Trop bien. Et il y a un seul endroit où on nous a dit quand vous posez les scooters, ne laissez pas les clés dessus, c'est à Bali. Ah, parce qu'à Bali, il y a énormément de touristes et Ouais. il y a du vol à Bali. Ok. Cette précaution-là, on l'a jamais prise avec nous partout ailleurs. Alors c'est vrai qu'en tant que Marseillais, où donc on vit dans une ville On où va il faut parler de faire ça après. attention, On va il n'y a parler de ça aucun après. endroit où on a laissé les clés sur le scooter, mais par pur réflexe de Ouais. Marseillais. Ouais, Mais ouais, on c'est nous l'a normal, ouais. précisé seulement à Bali. Ouais. Et D'accord. effectivement, dans la rue, Bon à tu vois des savoir. scooters sur le trottoir avec les clés dessus. Personne se méfie. Les gens sont pas C'est suspicieux. fou. C'est fou. Est-ce que t'as des anecdotes encore à raconter par rapport à ce voyage, des trucs à rajouter? Parce qu'après, je voudrais juste euh, faire un point sur Marseille, parce que à chaque fois que j'invite quelqu'un, c'est pour qu'il parle de sa culture. Et là, genre, la Ouais, raison pour laquelle je suis si content, c'est parce que bah, c'est ma culture aussi. Donc c'est cool, on va pouvoir un peu ouais, parler de tout ça, voir, il y aura deux points de vue aussi. Mais ouais, avant bien ça, sûr. est-ce que t'as des anecdotes encore un petit peu, des choses à rajouter par rapport à ton voyage? On peut en reparler après, hein, c'est pas. Ouais, bien sûr. Alors, des anecdotes, beaucoup, mais alors des trucs rigolos. Je suis parti avec deux pitres parce qu'ils ont perdu la moitié de leurs affaires, c'est-à-dire téléphone, carte bleue, les deux, hein, des vêtements, des trucs comme Vraiment? ça. Ouais, et Oh mon Dieu. on s'est retrouvé, chose assez rigolote, avec un seul moyen de paiement, ma carte bleue en l'occurrence, pour trois, et des galères financières pas possibles à cause de ça, parce que du coup, on avait passé Bah un ouais, gros parce que froid. en France, en plus, Moi, il n'y j'étais a pas pas. de carte de crédit.
Donc c'est pas comme s'ils peuvent te payer à la fin du mois et ça va. C'est Et le ouais, crédit, enfin c'est pas différé, c'est-à-dire que nous quand on dépense en France, l'argent est pris de notre compte directement, on il doit est pas directement rembourser décompté, la ouais. banque à la fin. Alors qu'ici, je sais pas Ouais, si tu connais un peu le système nord-américain avec les points et tout, mais tu vas au magasin, tu peux dépenser 1000 dollars et les 1000 dollars tu les payes à la fin du mois avant la date. T'as une date ah dans le ouais, mois où il faut que tu payes ton crédit. C'est comme ça que ça ah marche les ouais. cartes de crédit D'ailleurs, ici. Ouais. effectivement, j'en ai entendu parler parce que j'ai de la famille qui habite au Canada. Il y a un point important, c'est que nous, ce qu'on appelle carte de crédit, en fait, c'est une carte de débit. Et en fait, Ouais. le fond est là. C'est que les C'est un cartes de peu débit flou. débitent votre compte, les cartes de crédit, Ouais. elles le créditent. Ouais, ça fait un Et crédit et tu dois rembourser à la fin. ouais, sauf que nous, par abus de langage, on appelle ça carte de crédit, sauf que Hmm. ce sont à proprement parler des cartes de débit. Hmm. Voilà, donc pas mal de galères par rapport à ça tout le long du voyage, parce que bah, du coup, on s'est retrouvé avec vraiment, ils ont perdu leurs affaires, mais Et comment super ils ont tôt. racheté un téléphone? Il y avait des magasins où tu pouvais acheter de l'électronique? Bah, de toute Bah, façon, il n'y a du pas coup, de ils ont pas réseau, racheté. j'imagine. Comment vous faisiez pour ça, les cartes et tout? Comment vous vous déplaciez? Alors, on avait des cartes SIM prépayées, donc D'accord. ça, c'était très pratique. Ça nous assurait, voilà, un moyen de communiquer permanent. Mais du coup, ils ont pas racheté de téléphone, non, parce qu'ils sont, Ouais. enfin, ils ont, ils les ont perdus très très tôt. Sauf que sur mon compte, on avait déjà pas assez d'argent pour trois, alors Bah oui, encore moins pour acheter des téléphones, parce Mon que Dieu. si la vie n'est vraiment pas chère là-bas, les grandes marques comme Apple pratiquent à peu près les mêmes tarifs. Et c'est pas significativement Donc intéressant d'acheter son téléphone là-bas. personne n'a ces services ou n'a ce genre d'appareil alors Ouais, non, là-bas. Tu effectivement, sais comment ils communiquent? effectivement. Alors, ils ont des smartphones asiatiques que moi je connais pas. D'accord. Ils ont tous leurs smartphones, hein. Et ils ont tous Hmm. ils ont tous d'ailleurs parce qu'ils sont sous Android vraisemblablement, ils ont tous les grandes applications, les grands réseaux sociaux occidentaux, Ouais, ouais, ouais. TikTok en tête. Mais ils ont des téléphones de marque chinoise, très sincèrement, je sais pas trop. Ouais, bah ça m'étonne pas, les pauvres. Voilà, des trucs que je connais pas, mais qui doivent pas Dépenser coûter très très 800 cher euros dans un iPhone, par rapport à ce qu'on ça, connaît ouais, nous. ça doit être compliqué Effectivement, là-bas. Wow, merci beaucoup pour de nous avoir si bien décrit avec ton voyage plaisir. d'expérience. Comme j'ai dit, si jamais il y a des anecdotes drôles qui viennent, pas de souci. Ce podcast, il est vraiment libre. Ouais, On sait pas vers où ça va. J'ai pas de sujet prédéfini. Enfin, j'ai quelques questions quand même. On sait jamais, mais on n'a rien à dire. Mais comme comme on le sent, quoi. Alors, ouais, j'aimerais juste un peu parler maintenant de chez nous, de La oui, Ciotat, des Bouches-du-Rhône. Et je vais commencer par parler de toi et de ton accent. Est-ce que oui. déjà, toi, personnellement, tu penses avoir un accent marseillais ou pas? Alors, je pense que ça s'entend quand je parle parce que les gens le remarquent. Donc, assez factuellement, oui, j'ai un accent. Après, je fais attention parce que l'accent marseillais, comme les accents provinciaux en général en France, sont assez discriminants, je trouve. Ouais, Parce que on fait vachement de remarques à ce sujet-là. ouais. Et parfois c'est limitant. Parfois c'est limitant. Parce que c'est le Marseillais, c'est celui qui parle fort, c'est celui qui met des E On va en partout. parler. Et en fait, c'est très enfin, voilà, c'est très réducteur. Donc j'essaye, là par exemple, je sens mes fins de phrase, je sens à mes fins de phrase mon accent, mais c'est très réducteur, donc j'y fais attention et j'essaie de le tempérer un peu. Donc en principe, ça va Écoute, assez bien. ici, euh, si tu veux genre sortir des expressions naturellement hein, ou des choses, dire des mots d'une façon plus marseillaise, franchement, c'est l'endroit pour le faire parce que Ouais, genre te limite pas parce que le but c'est vraiment faire découvrir différents accents, mais il y a un truc que tu peux pas trop maîtriser, c'est ton vocabulaire parce que bah, vu que ça fait longtemps que tu habites ah oui, dans la région, bah, tu sais pas dire les choses autrement. Et il y a ouais, quelque chose qui m'a. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai vécu un peu avec des Français. Et eux, ils connaissaient pas du tout ce mot, ou cette expression du moins. C'est quand, pour faire le ménage, pour laver la pièce, pour laver le sol. ouais, Genre, nous, on dit passer la pièce. Ça paraît logique, ouais, passer la pièce. En fait, oui, c'est oui. que à Marseille. C'est que à Ah oui, Marseille. mais C'est la serpillière de mop. La serpillière. Et mes colocs, ils me comprenaient pas au début. Enfin, après, j'ai compris qu'on disait pas comme ça, mais c'est ça, que je voulais dire, c'est que le vocabulaire, par contre, là, t'as pas le choix parce que bah, tu connais même pas autre chose. Ou pas ouais, trop. mais non, c'est très amusant de constater que certains de nos mots sont pas compris. Je pense à des mots que j'emploie mais quotidiennement, comme
Ah, j'en connais. Marronner, par exemple, qui veut dire râler Ouais, en fait. ah bah oui, Mais marronner, se plaindre, marronner, râler. Mais c'est voilà, plus que ça. les gens connaissent C'est pas. plus que râler, genre c'est tellement genre, marronner pour Ouais, moi, ouais, c'est vraiment le- ça, c'est une action en particulier. C'est jamais genre à propos de choses très graves. Tu sais, c'est vraiment genre si tu trouves oui, pas oui, une c'est place ça. de C'est, parking ou de stationnement, tu marronnes. ouais, C'est ouais, ouais, c'est c'est un peu ça. enfantin C'est même. de la râlouillade, quoi. Enfin, c'est un râle, mais très Ouais. léger, donc c'est très rigolo. Qui est, par exemple, un mot aussi très rigolo que j'emploie sans y penser, et Vas-y. qui veut dire, qui est un ballon, ça veut dire le perdre. Qui est un Ah ballon, putain. on le qui dans un Ah arbre. qui Oui, est? oui. Oui oui oui. Qui Ah ça est? y est, je l'avais Ça pas. veut dire, Ah ça vient de chez nous ça? ah Je oui, savais ah oui, pas. non, parce que Mais moi j'ai cette ouais. expérience-là assez amusante. En février, dans le cadre d'un double cursus, je suis parti à Paris pendant 2 semaines. J'aurais eu l'occasion, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et effectivement, donc là, à Paris étaient concentrés des étudiants qui venaient de toute la France. Et le Mhm. pôle marseillais avait ces expressions qui n'étaient pas comprises de la plupart des autres étudiants. Et ça, c'était assez amusant, parce que j'ai pu répertorier un peu tous les mots qui ne viennent que de chez nous, en fait. Ouais. Bah Dans mon on connaît vocabulaire, dégain, on connaît on on connaît sait, des il y en a gains. certains on sait genre dégain, chalet, dégain ça veut dire personne. C'est je sais pas d'où ça vient. Ouais, Chalet ça veut dire prendre quelqu'un sur un vélo ou sur une moto donc quand sur un véhicule à deux roues quand on prend quelqu'un d'autre c'est le chalet, chalet une personne. Et ouais, dégain si je l'utilise dans une phrase c'est ah je suis allé au cinéma, il y avait des gains dans la salle. Bon avec le bon accent ouais, ça donnerait bon je suis allé au cinéma, il y avait ouais, des gains dans la salle. ouais, Mais voilà. ouais, Et non mais est-ce que t'en as dont dont on soupçonnerait pas? alors, moi, pour être très ancré dans mon vocabulaire, il y a quelque chose qui m'a dérangé, c'est l'emploi du mot collègue. Nous, en fait, on s'est Ah oui, réapproprié c'est pour vrai. désigner les amis. Un collègue, c'est un ami, alors que dans le reste de la France, un collègue, c'est un collègue de travail. C'est quelqu'un avec qui on va Ça, avoir une comme en relation anglais, vraiment très professionnelle. la même racine. Ouais. Ouais, Et c'est vrai, c'est c'est vrai. amusant parce que pour moi, le collègue, c'est vraiment le copain, quoi. Et donc de reparamétrer temporairement l'usage de ce mot-là pour se faire comprendre, et surtout éviter les moqueries nombreuses. C'est vraiment très amusant. Mais ouais, tu parles J'ai de ça, c'est ouais, intéressant. Parce que à chaque fois que moi je rencontre quelqu'un, un Français, ou des gens qui connaissent un peu la France, et qui parlent français, et je leur dis que je viens de La Ciotat, de Marseille, ben en fait ils disent ah mais t'as pas l'accent marseillais et tout. C'est vraiment un truc, c'est super, c'est très stigmatisé un peu, genre l'accent marseillais. Genre si tu veux ouais, un peu m'aider à décrire le stéréotype, genre le cliché, ouais, c'est quelqu'un qui est bon vivant, donc ça veut dire qu'il aime boire et manger sans se limiter. C'est oui, quelqu'un oui, qui profite de la vie, mais c'est aussi quelqu'un ouais. il y en a aussi des moins bons, genre qui parle fort. Je sais pas si tu veux en rajouter quelques-uns, mais Alors, dans les négatifs, hein, on peut parler de la grossièreté, ouais, grossier, qui est très vulgaire. ancrée dans la représentation du Marseillais. Ouais, C'est la vulgarité, mais véritablement. Il y a un côté fainéant, je pense, aussi, ouais, mais c'est qui est vrai. plutôt lié à nos racines méditerranéennes, hein, parce que pour le reste de la France, en fait, on fait la sieste en début d'après-midi, par exemple. Et Ouais, voilà, bon, fainéant, grossier, on parle fort. ouais, on se Et fait puis, remarquer. C'est le Marseillais, on sait quand il arrive. c'est ça, Ouais, voilà. Et puis, voilà. Et puis, on est fier de nos origines et on est fier de c'est notre ça. différence avec le reste. Donc, tout ça, Ouais, ça contribue un peu à former un stéréotype du Marseillais qui est parfois gênant. Franchement, parfois gênant parce ouais, c'est que, pour ça que tu bah, disais, il est, tu calmes ton accent parce que ça. bah, sinon Ouais, il y a le lot de stéréotypes qui viennent avec. Moi, je bien pense que sûr. j'ai fait pareil aussi. Honnêtement, je pense avoir fait pareil parce que là, au moment où je parle, je sais que j'ai un accent marseillais quand, en fait, je dis les sons et Ouais, o, enfin ou o plutôt, parce qu'en fait à Marseille on a un biais, on dit et plutôt que eh. Quand il faut dire eh, ouais, on dit et tout le temps à peu près. Bon, à part certains mots, oui, mais et puis on dit a au lieu de o, genre la rose, la rose. Nous, on parle un peu oui, avec la bouche ouverte, la rose. ouais, oui, oui. Moi, en général, les gens se rendent compte que je viens de Marseille quand, au lieu de dire tu es, je dis tier. Voilà. Donc, Ouais, 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 ouais. le raccourci On rajoute un i alors qu'il n'y en a typique pas. tier. Et alors là, une fois qu'on a sorti ça, c'est bon. Ils savent qu'on vient de Marseille, qu'on a l'accent Ouais, marseillais, et on n'est pas sorti ouais, de l'auberge, comme on pourrait dire dans le coin. C'est-à-dire que, bah, on va pas s'en sortir facilement avec notre accent. Voilà. ouais, ouais, ouais. Mais honnêtement, je pense Mais que bon.
pour décrire un peu la vie à Marseille, moi j'aime bien parler de ça quand je rencontre des gens qui connaissent pas trop. Autour de Marseille, à Marseille exactement, j'ai jamais vécu dans Marseille, même si je dis que je viens de Marseille, bah, je suis né à Marseille, la famille de ma mère est marseillaise, mais j'ai jamais vécu dans Marseille. Toi, tu as vécu dans Marseille, donc tu peux nous expliquer un peu, mais moi quand je décris aux gens, je dis, bah, c'est un peu un endroit où il y a moins de... Les problèmes de vie, en fait, ils sont genre moins apparents. C'est-à-dire qu'on a nos problèmes, on a nos difficultés, mais il y a toujours un peu cette bonne humeur qui vole un peu dans l'air. Et je pense qu'on a un peu un sens de communauté par rapport, surtout à La Ciotat, dans les petites villes, par rapport aux autres villes de la France, aux autres régions. Je pense qu'on a un sens de communauté assez marqué. Je sais pas si toi, c'est ton expérience aussi, et tu peux peut-être nous décrire comment c'est à Marseille exactement. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que, effectivement, quand on baigne dedans, on n'a pas forcément l'occasion de s'en rendre compte. Mais c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que, alors, pour dire un mot de Marseille, moi j'y vis depuis 1 an maintenant, véritablement, et ça fait 2 ans que j'y suis quotidiennement à Marseille. Et Marseille, c'est objectivement une ville où il y a beaucoup de problèmes. C'est une ville Ouais. dans laquelle on peut pas se balader n'importe où à n'importe quelle heure, dans laquelle il faut Mhm. faire attention à pas sortir dans Au la rue. vol, aux raquettes, Voilà, il y a beaucoup même beaucoup de aux criminalité, agressions, énormément de malheureusement. criminalité. Ouais, tout à fait. Et en fait, tous ces problèmes-là, bah, c'est quand tu l'entends d'un, d'autres bouches qui ont pris du recul là-dessus que tu t'en rends compte, toi. Et tous ces problèmes-là, ils sont quand même mis au second plan, ou du moins intégrés complètement à la façon de vivre, et ils ne pèsent plus sur les gens. Voilà. Et C'est une c'est en très fait, bonne description, ça. voilà, c'est à ce niveau-là que je pense, que moi j'interprète ce que tu as dit, parce que c'est Ouais, vrai, à Marseille, on peut pas aller partout, mais on s'empêche pas de vivre pour autant, et c'est ça n'est pas vrai. perçu comme un vrai poids. Même les filles, je Ouais, trouve que elles sont assez affirmées à Marseille. Il y a le cliché de, on va en parler, de la ouais, cagole marseillaise. La cagole, la cagole, en fait, c'est une fille qui a un caractère hyper affirmé. ouais, C'est une fille qui veut se mettre en valeur, qui veut être belle et qui, en fait, a pas trop de gêne. Est-ce que toi, tu pourras rajouter un peu des détails, ouais. mais je pense que c'est à peu près ça. Ouais, ouais. Alors, moi, de ce que je peux en voir extérieurement en tant qu'homme, c'est que il y a deux choses. Première chose, les femmes, surtout jeunes à Marseille, se font harceler dans la rue, mais harceler. C'est-à-dire qu'il n'y a Hmm, pas un seul moment où, je sais pas, des retours d'amis qui me disent, on passe sur un grand boulevard et on se fait siffler continuellement, continuellement. c'est triste, ça. Ça arrive Se tous faire les jours, siffler, ouais. c'est quand il y a un homme qui voit une femme loin, qui trouve ben, attrayante et belle, et qui soit siffle, soit, je vais le dire en anglais directement, catcalling. Voilà. C'est Ouais, ça. Nous on dit siffler. Voilà. voilà. Genre, Qui whistle. l'interpelle grossièrement, qui lui Ouais, dit, c'est ça. voilà. C'est ça. Euh, et deuxièmement, en fait, il y a comme conséquemment à ça, il y a une vraie résistance C'est qui vrai. s'est développée. Moi, du moins dans mon milieu, c'est vraiment le cas. C'est vraiment affirmer son droit de vivre et de se balader dans la rue, et vraiment, ou d'ignorer complètement, et c'est quand même le plus facile, et ça se comprend, d'ignorer complètement ces invectives, ou d'y répondre directement, et ça m'est déjà arrivé de Ouais, voir, c'est vrai. mais vraiment assez, d'ailleurs, épaté par rapport à ça, des filles qui soutiennent l'interpellation, voilà, Hmm. qui la soutiennent. Et en fait, on se rend compte que c'est le meilleur moyen de faire taire les gens parce que bah, ils sont très décomplexés par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui sont très mal élevés par rapport, enfin, sur ce Ouais, point-là, qui malheureusement. n'hésitent pas, mais qui en fait ne vont Ouais. pas plus loin que la simple invective dans la rue, c'est-à-dire l'interpellation grossière, comme, enfin, ils s'encouragent parce que beaucoup de filles que je connais vont répondre en fait, vont dire alors t'as un problème avec moi ou alors qu'est-ce qu'il y a, j'ai pas le droit de mettre une jupe et en fait ça va créer un Ouais, ou sentiment alors de même. résistance et ah Ils oui, rentrent dans leur jeu et puis ils les ouais, prennent de haut, elles les prennent de haut carrément, ça c'est beau à voir. ah oui, Genre elle les ouais, calme en fait. Ça c'est cool, c'est ouais, je pense un peu ouais, c'est mes sœurs sont comme ça quand il y a j'aime pas trop parler de ma vie personnelle enfin un peu mais je veux pas trop en parler en détail mais mes sœurs voilà, elles sont dès que il y a un je pense que si ça leur arrive, enfin, j'espère qu'elles auraient le courage de répondre et genre de pas se laisser faire. En fait, je pense que quand tu fais ça, c'est pour ça que ce que je disais, les gens ont des problèmes, mais ça leur reste pas trop dans la tête après. Genre, ça, c'est pas ouais. pesant. Enfin, même si c'est chiant, c'est nul que ça arrive, mais d'avoir bien parlé de tout ça. Et
je pense que ce qui fait une grande partie de ça, c'est le climat. Le climat marseillais, il est vraiment connu pour nous donner le beau teint et nous donner le sourire aussi. Je pense que ça a une grosse répercussion. Si toi, tu as ton expérience, quand toi, tu es allé à Paris, est-ce que tu peux nous parler un peu de, ce- de ça? Ouais. Alors c'est assez amusant parce que si on veut se rendre compte de l'impact du beau temps sur les Marseillais, sur le moral des Marseillais, on peut le prendre en négatif et observer les Marseillais par mauvais temps. Et effectivement, il y a une vraie corrélation entre le soleil et du moins le beau temps et le moral des gens ici. On est habitué au soleil, on a la chance de vivre dans une région qui est très ensoleillée, le sud de la France. Je crois qu'il y a 300 jours d'ensoleillement par an, un truc comme ça. C'est Donc fou. c'est Ouais, énorme. au minimum. Ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Et les gens sont complètement habitués à la luminosité, au Hmm. soleil, et puis à la chaleur, à la mer. Et malgré tout ça, ça façonne un peu le moral des gens. Les gens Hmm. sont détendus. Et à l'inverse, quand il fait pas beau en hiver, on sent les gens beaucoup plus aigris, beaucoup plus tendus, Quand il y a du vent facilement. même. Ouais, ah Quand il y a oui, du bah vent, oui. c'est même ça, c'est Ouais, pour eux, ouais, Je connais des gens qui ouais, sortent c'est pas quand dur. il y a trop de vent. Ouais. Là où C'est un trop drôle. Parisien va avoir Ouais, bien sûr. aucune considération, Un et heureusement Parisien, un d'ailleurs, pour le Montréalais, un temps qu'il fait à Londonien, tout le l'extérieur. monde. Ouais, ouais. Va avoir aucune considération sur le temps qu'il fait à l'extérieur, parce que ben il peut pas se le permettre. Concrètement, moi Ouais, c'est ça. j'ai passé 2 semaines à Paris en février. Sur les 2 semaines, il y a eu 10 jours de grisaille. Si vraiment on ne peut pas sortir son moral du temps qu'il fait, on va Ouais, très vite mal vivre à Paris. ouais. Et ça a été Et même la l'expérience, donc la température, mienne. c'est pas que le soleil. Hmm. La Ouais, ouais. température, C'était, c'est rare d'avoir froid à Marseille. C'est vrai que les Marseillais ils sont frileux, ça veut dire qu'ils ont facilement froid. Donc on en verra avec des grosses vestes, des parkas, des grosses vestes, alors qu'il fait 10 degrés, donc pas si froid. Mais même en hiver, j'ai connu des hivers où en février il faisait 20 degrés. Et en ouais, fait, c'est super parce que on est quand même à Marseille. C'est pas une ville internationale, mais on est quand même très occidentaux. On a quand même notre gros confort de vie, faut le reconnaître. Même, oui, je pense que même par rapport à certaines villes d'Amérique du Nord, on a un confort de vie supérieur parce que on est dans une ville Marseille, je sais pas, mais en tout cas la Ciotat, l'urbanisme est de mieux en mieux. Il y a de quoi marcher, il y a beaucoup de commerces de proximité. C'est très beau, ouais. c'est très Oui, oui, adapté à une vie piétonne. oui, oui. Et ouais, Il y a beaucoup de soins apportés, mais ça, je pense que c'est culturel et que c'est commun au mm, pays. Il y a beaucoup de soins apportés au cadre de vie. Et il y a beaucoup d'initiatives pour, voilà, pour développer des zones piétonnes, pour développer des mm, activités accessibles. Et tout ça, enfin, ça se ressent quand même quand on le voit vraiment. plus ailleurs. Et c'est vrai Ouais, que sur ce point-là, on peut être reconnaissant de ce qui est fait ici, parce que c'est quand même vachement, vachement bien. Et puis, ouais. voilà, il y a un certain esthétisme dans les rues quand même. Je pense à la C'est vieille quoi le ville mot que de tu as Marseille utilisé, qui est quand pardon? même un esthétisme. Ah, Voilà, c'est esthétique, pardon, j'avais entendu. Ouais, ouais, l'esthétique, ouais. l'aspect esthétique des rues. Voilà, il y a enfin, les immeubles sont jolis, le cadre de vie C'est est vrai, c'est une soigné, on très va vieille dire. ville. Très très vieille Le ville. cadre de vie est soigné. Et Ouais, donc il y a une grosse part d'histoire là-dedans, mais effectivement, il y a une volonté aussi d'entretenir et c'est très bien, je pense. C'est très très bien, c'est très important. ouais, ouais. Honnêtement, je pense que Marseille et les environs, ça se compare assez bien en termes. Les gens, après, c'est vrai qu'il y a le Marseillais, mais honnêtement, moi, j'ai pas de mal à m'identifier en tant que Marseillais quand je suis genre à l'international et tout. Et je pense que tout ce qu'on décrit, ça peut être un peu étendu au Var, même, qui est à l'est, jusqu'à Toulon. Je pense que tout ça, c'est à peu près les mêmes problèmes et les mêmes, et la même vie. Par contre, je pense que Nice, à partir de Cannes, Saint-Tropez, Nice, tout ça, je pense Oui, que un autre, c'est un peu un autre effectivement, environnement. C'est- je suis allé effectivement. qu'une fois, mais je sais pas si tu as eu l'expérience avec Alors, ça. oui, alors moi je te rejoins là-dessus. Il y a un découpage dans notre région entre la Provence et la Côte d'Azur. Hmm, Marseille, les alentours et jusqu'à Toulon, c'est la Provence. hmm, Et la Provence, moi, l'image que je me fais de la Provence, c'est vraiment elle est très culturelle, on va c'est dire. vrai. C'est voilà. Et au-delà de Toulon, donc sur tout ce qui reste de côte entre Toulon et l'Italie, c'est plutôt la Côte d'Azur. Et donc la Côte d'Azur, c'est très luxueux, c'est très touristique, c'est très Ouais, jet ouais, set. ouais, ouais. C'est très voilà, c'est une mentalité qui est très différente.
c'est la Côte d'Azur, c'est le luxe, c'est l'exubérance française, c'est là que ça se Mm. fait le plus C'est sentir. là qu'il y a Monaco, on peut donner ça comme exemple. Il y a Monaco, il y Monaco, a c'est pas le Saint-Tropez. seul endroit où c'est très très riche et où on retrouve des services et des endroits exceptionnels. Cannes, pareil, c'est super riche, Saint-Tropez, et il y en a plein encore. Et puis après, il y a l'Italie, Ouais, pareil, je pense qu'il y a des endroits un peu similaires, même si je suis jamais trop allé. Mais ouais, ouais, je suis content d'avoir pu parler un peu de ma. C'est vrai, vraiment, d'avoir pu parler de ma région. Parce que j'ai pas trop ouais. l'opportunité sur ma chaîne de juste parler de Marseille et tout. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo à ce sujet en anglais pour trouver un plus gros public. Mais d'avoir aussi, comme personne qui peut vérifier un peu ce que je dis, c'est cool parce que des fois, bah, c'est mon Ouais, expérience propre et tout ça. Donc, je suis vraiment content. Et là, juste pour dire un peu aux spectateurs, là, quand on parle entre nous deux, c'est pas évident de savoir qu'on vient de Marseille. C'est-à-dire que là, on n'utilise pas le tchier, on n'utilise pas le putain, le bien, ouais. le dégain. Mais Oui, oui. je voulais un peu me laisser aller dans l'accent marseillais, mais c'est juste dur parce que vu que je vis à Montréal, ben, j'en vois pas tellement de Marseillais. En fait, je pense que les Marseillais, ils voyagent pas tellement. C'est pas des grands Ouais, non, voyageurs. effectivement. Mais ouais. Ils sont bien chez eux, hein. Les Marseillais, ils C'est font ça, sentir. ils sont casaniers, on dit. Ils aiment bien être chez eux, Ouais. même dans leur maison des fois, parce que bah, à Marseille, il y a un truc qui m'a toujours fasciné avec Marseille et les alentours, c'est que tout le monde a une piscine. C'est fou ça. Il y a la mer à 20 Ouais. minutes, on peut même marcher à la mer. Je suis sûr que de chez toi, tu peux marcher à la mer. Et il y a quoi dans ton Ouais. jardin? Une piscine. Effectivement. Donc ouais, je pense que Effectivement. c'est... Non, je te laisse parler, Ouais, vraiment, ouais, non, je c'est parle assez beaucoup. amusant. Non, non, effectivement, c'est assez amusant de le remarquer parce que ça va pas de soi. Mais je crois que spécialement le sud de la France, mais aussi plus largement le pays, je crois que la France, c'est le pays où il y a le plus de piscines par habitant, en fait. Ah ouais? C'est le pays où c'est le plus développé. Oui, oui. C'est très ancré. Avoir sa piscine chez soi, c'est une part du jardin, hein. Tu m'apprends quelque Surtout dans notre chose. région. Ouais, ouais, j'avais entendu ça il y a quelques mois de ça. Ouais. Et ouais, donc c'est assez amusant de souligner Parce ça, que parce tu que vas à pareil, hein, ça Montréal, c'est il y un a truc. personne qui a de piscine, hein. À Montréal, il n'y a pas Ouais, cette culture de se baigner, de nager. Je pense qu'à Marseille, on est des assez bons nageurs. La plupart du monde sait se débrouiller dans l'eau et sait nager, se noierait pas, ne mourrait pas en nageant, tu vois. On survivrait dans l'eau, quoi. Parce que bah, il y a cette culture de notre patrimoine. Faut juste qu'on parle un peu des calanques, rapidement. bien sûr. Entre Ouais, Marseille et La Ciotat, même après, il y a d'autres types de calanques, mais le parc national des calanques, c'est entre Marseille et La Ciotat en passant par Cassis, qui Cassis aussi est une ville très riche et très... Beaucoup de célébrités vivent à Cassis, mais peu de personnes le savent. Eh ben, il y a des sortes de montagnes, de petites montagnes qui plongent directement dans l'eau. C'est la meilleure façon que j'ai trouvé pour décrire ça. Je sais pas si tu as ouais. d'autres mots pour décrire. Alors peut-être le terme de fjord serait une C'est image qui permettrait de vrai, se représenter c'est ce vrai. qu'est une calanque de ce coin-là, donc, dans ce coin-là de la côte. Ouais, C'est les calanques entre Marseille et La Ciotat, c'est des grands apics rocheux et qui forment des petites criques ouais, absolument magnifiques. Et il y en a un peu moins de 10 sur une ouais. concentrée sur une petite zone géographique. Et elles sont toutes plus belles les unes que les autres, à tel point que ben voilà, depuis 2011, je crois, ben, C'est très connu. c'est un parc national. Ouais, c'est un parc Mhm. national. Et c'est l'attrait de la région, hein, et en Mhm. été, donc les Marseillais râlent un peu pour ça. En été, on ne peut y accéder que sur réservation pour préserver le site. Ouais, Et il y a une affluence, mais absolument gigantesque, dans les plages, pourtant difficiles d'accès, dans les plages des c'est vrai, Calanques. c'est Mais vrai. bon, après, Mais ça vaut le on coup en fait. comprend pourquoi. Ça vaut On le coup. comprend Beaucoup pourquoi, de gens parce qui que font c'est du vraiment des bateau sites aussi. exceptionnels. Ouais. Beaucoup de gens qui viennent en bateau. Malheureusement, ça abîme les écosystèmes et tout. Ouais, les fonds marins, beaucoup qui en pâtissent. Ouais, ouais. Mm. Mais ouais. Et c'est ça en fait. Je pense que les Marseillais ne veulent pas partir de chez eux. Je sais que moi, les gens autour de moi, ils se sentent bien en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas les opportunités qu'il y a à Paris ou les opportunités qu'il y a à l'étranger. C'est pas une ville internationale. Pas grand monde parle anglais à Marseille. Enfin, moi j'en connais pas Ouais, beaucoup. Et effectivement. c'est vrai que les Marseillais, vraiment, enfin, en tout cas cette région de la France, on réalise pas mal ce qu'on a en vrai. Et ça, c'est quelque chose qui est pas voir, on est assez reconnaissant. Mais moi et Quentin, change de sujet un peu.
c'est pas tellement le cas. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu aux spectateurs de... Je pense que ma mère, elle m'en parlera toute ma vie. En cinquième, quand on se planifiait d'aller vivre en Australie ou ailleurs. Tu veux qu'on en Tu parle sais un peu, que, voir un peu comment ta vision a changé? tu Parce que sais moi aussi, que régulièrement, j'ai des updates. régulièrement, j'ai des flashbacks de nous au collège, au collège high school. Ouais, on avait 12 Euh, ans. on avait 12 ans, on se tirait des plans sur la comète. On s'appelait avec une carte de l'Australie. Et on disait, voilà, on peut passer 3 mois ici, travailler pour acheter un van, partir faire la côte. Mais Mon mon Dieu, Dieu, mais c'était magnifique. je me rappelle très C'était bien. magnifique et c'est, à titre personnel, même si c'est une idée qui a eu du mal à s'ancrer dans les réalités du supérieur, dans l'enseignement supérieur, Hmm. c'est une idée qui n'est pas complètement sortie de ma tête parce que je sais qu'en deuxième partie de Mhm. cycle des études médicales, donc pendant l'internat, on a l'occasion de prendre un semestre dit de disponibilité, c'est-à-dire un Où vous faites semestre rien en fait, vous pouvez sabbatique. travailler ou aller Voilà. voyager. Et en fait, j'ai rencontré un de mes encadrants de stage qui m'en a parlé puisqu'il avait fait, et lui, il avait fait un voyage en Asie. Et je me suis dit, Hmm. mais 6 mois, c'est juste l'idéal pour partir Ouais, en Australie. J'ai c'est toujours ce assez pour rêve-là. faire quelques trucs quand même. Parce que c'est un continent immense, enfin c'est un continent, c'est un pays immense. Donc je pense qu'en un mois, ce serait trop frustrant de pas pouvoir rester un peu à des endroits cool et tout. Mais je pense Ah qu'on peut ouais, partir un peu dans cette direction de voyage là. Je sais pas si je t'avais un peu raconté mon voyage au Portugal, mais pas c'est du un tout. peu... pas du tout, ouais, super. Ouais, D'ailleurs, cette ça va être photo-là, l'occasion. cette photo derrière moi, ça vient de Madère, une île portugaise. Et ah, cette photo-là, ça c'est Porto. Pour ceux qui font que écouter, peut-être sur Spotify ou autre, j'ai juste montré les photos qui sont sur le mur de ma chambre que j'ai imprimées. Mais ouais, il y a un rapport avec ça. Pourquoi? Parce que genre, quand je suis parti au Portugal, j'ai fait un peu comme nous on s'était dit qu'on pouvait faire, c'est-à-dire rester à un endroit et expériencer la vie comme les gens vivent là-bas. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans un hostel 3 jours juste pour euh, parce que c'est plus facile. Et après, j'ai pris un mois dans un Air, pas un Airbnb, c'est sur Booking.com, dans un, même pas à Porto, la grande ville. J'étais juste à côté. Bon, c'était sur une ligne de métro, donc c'était facile d'aller à Porto. Et j'ai passé un mois à aller au même supermarché que les locaux, à la plage comme les locaux, à tout faire comme les locaux. Et c'est là que j'ai appris le portugais. Ceux qui ont vu mes vidéos sur le portugais savent de quoi je parle. Mais du coup, je me suis dit, c'est un peu un entraînement quand je ferai ça plus tard, parce que là, bah, faute de budget, j'avais pas assez d'argent, j'avais pas assez de temps, j'ai pas pu faire plus d'un mois, mais je veux faire ça en fait, vivre comme un local et puis faire un mois là, un mois là-bas, un mois à un autre endroit et Ouais, parce que, alors, moi, pour te partager une petite réflexion que j'ai là à ce sujet, vas-y, n'hésite pas. il y a partir en vacances, il y a voyager, qui est pas tout à fait la même chose, Ouais, et il y a aussi vivre un pays. Et ouais, en fait, on se rend compte que donc partir en vacances, pour moi, je systématise un peu de la façon suivante. Partir en vacances, c'est vraiment le repos, c'est rien faire à un endroit précis. Voyager, c'est déjà découvrir, mais découvrir d'une façon précise, c'est-à-dire mhm. explorer. C'est vraiment le voyage. Pour moi, c'est ce que j'ai fait en Indonésie. Et puis après, il y a vivre un pays. Vivre un pays, c'est vraiment s'ancrer à un endroit et Ça découvrir c'est, la vie ah, ça me locale. donne des chairs les frissons là. Ah ouais. Quand tu me dis ça, genre, Et c'est vraiment, c'est un truc que personnellement, j'ai jamais pu faire, vraiment. Parce que à chaque fois que je suis parti à l'étranger, et j'ai eu la chance de partir beaucoup à l'étranger, j'ai toujours ouais, beaucoup bougé dans le pays, mais tout à la fois en voyant beaucoup et rien, puisque on voit de l'extérieur, on voit tout de l'extérieur, et on n'a pas une vision interne. Alors, la vision de l'extérieur, elle est édifiante, et moi, je suis très heureux d'avoir fait ça en Indonésie, d'avoir découvert autant de beaux coins, mais c'est vrai que mhm. c'est très différent de d'un voyage qui va s'axer autour de la découverte de la vie là-bas, qui va pas forcément chercher à en voir beaucoup du pays, mais à en Ouais, c'est voir une vraiment. expérience de vie plus qu'un voyage. C'est même pas. Ouais, Moi, je pense que la différence entre les deux, c'est comment toi tu vas pouvoir le raconter aux autres. Parce que j'ai fait une vidéo sur ça sur ma chaîne qui a pas du tout marché pour le coup. Personne l'a vu, mais c'est pas grave. C'était une vidéo. En plus, je m'étais donné le défi de le faire que à l'iPhone. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça m'a donné. Je sais pas, je me suis amusé. Et j'ai fait une vidéo en fait en parlant du voyage et de la relation entre le voyage et les représentations qu'on en fait aux autres. C'est-à-dire, quand on part en voyage, en fait, il y a une grande partie du temps qu'on passe
à imaginer comment on va pouvoir le raconter aux autres ou le montrer aux autres directement Ouais, par les photos et par ouais, partager avec les réseaux sociaux. Donc c'était un peu comme un essai cette vidéo, un essai dans le sens un texte argumenté. Et je me suis amusé à faire ça. Mais je pense que la différence entre vivre et voyager, c'est ça. Quand tu vis à un endroit, tu vas au supermarché avec les gens autour, bah, c'est une expérience parce qu'il y a tous les prix qui sont différents, pas la même monnaie, c'est pas la même langue des fois, et puis t'as tellement de choses qui peuvent t'attraper l'œil, tu vois, t'attraper l'attention, mais si tu ouais. pourrais pas faire une story de ça Instagram. Tu vois, et ça, je pense que, dis-moi ce que t'en penses un peu, mais je C'est, pense que ça se fait un peu alors, une distinction. moi, ça me fait vraiment sourire que tu me parles de ça, parce que je vais essayer de, je vais essayer de te dire tout ce à quoi je pense là, et parce que là, ça se bouscule. Prends ton En temps. partant là cet été, en partant cet été, j'ai exactement, comme toi, comme tu viens de le faire, touché du doigt cette importance de retranscrire ses sentiments à l'encontre, enfin, à l'égard d'un pays en fait, ses sentiments, de retranscrire, et j'ai pris énormément de notes, tout ce qui m'a surpris, tout ce Ouais. qui m'a heurté, tout ce qui a à voir avec un choc culturel à un moment, et qui sont des choses qui sont pourtant primordiales à raconter, mais au final qu'on raconte assez peu, comment Mhm. les gens sont là-bas, à proprement parler. Et ben, dans mon Mhm. téléphone, par exemple, il y a une note avec marqué en titre Les Indonésiens, et du mieux que C'est j'ai trop pu, bien. j'ai essayé d'expliquer comment est-ce que j'ai ressenti que les Ouais. gens vivaient véritablement. Qu'est-ce qui était important pour eux? Qu'est-ce qui ne l'était pas? Comment est-ce qu'ils s'habituaient à la vie de leur pays dans les Mhm. circonstances propres dans lesquelles ben, leur vie se déroulait? Et de le voir avec un point de vue extérieur, et en particulier pour venir d'un pays qui est beaucoup plus développé que l'Indonésie, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Mhm. Ben, j'ai des tas d'anecdotes, des tas de remarques et des tas de réflexions en fait que j'ai pu prendre et qui en fait ont formé un peu la base d'une réflexion un peu plus approfondie sur la façon dont les gens vivaient. Par Ça y est, on exemple, un part truc sur tout la bête, philosophie, j'adore ça. un truc tout bête. Là-bas, les bus n'ont pas d'horaire. Voilà, les bus partent quand ils sont Ah pleins. ouais, Ouais, donc ça c'est pour un occidental, c'est c'est inconcevable. Nous, ahurissant, c'est dur ouais, on a besoin de d'imaginer. C'est temps. ça, Ouais. c'est ça. D'imaginer le fonctionnement d'un pays sans horaire. Et pourtant, ça se fait là-bas, les C'est gens fou. vivent quand même. Et donc, ça, typiquement, ça, c'est un truc euh, qui m'a vite marqué parce qu'en fait, quand vous attendez 2 heures que le bus parte, vous avez le temps d'y réfléchir. C'est bizarre, ouais. Et donc, c'est très amusant. Enfin, c'est bizarre. Et C'est moi, mon point de vue, c'est pas bizarre, c'est eux, ils le font comme ça. Mais c'est vrai que effectivement, ma c'est comme première ça. réaction, c'est Alors, waouh, comment ça marche? effectivement, c'est vrai que d'un autre côté, bon, il y a des niveaux de développement qui n'ont rien à voir. Et on conçoit aisément que s'ils ne font pas là-bas, c'est qu'ils n'ont pas forcément les moyens de le faire. Mais Ouais. pour autant, la vie s'est articulée autour de ça et les gens n'en Et ça souffrent marche. pas. Ouais. Voilà, les gens n'en souffraient pas. Nous, on venait d'un petit village, on rentrait d'un petit village, bah, du petit village dans lequel on avait dormi grâce aux gardes Grâce au guide, du garde, parc. garde. Voilà. Ce petit village qui s'appelait Tamanjaya, au fin fond de la jungle javanaise. Au fin fond, Il y ça veut dire avait, très loin dans la jungle, juste pour. Vas-y, continue. ouais, il y avait environ 200 habitants, dont des enfants, qui devaient prendre tous les matins le minibus qui nous a servi à partir de Tamanjaya et qu'ils prenaient à 5 heures du matin parce que le bus partait et il faisait 2 heures de minibus dans des sentiers pas possibles pour arriver à l'école de la ville intermédiaire la plus proche. Et donc on était avec eux et on se demandait un petit peu mais comment est-ce que ben, ils rentrent de l'école? Parce que le minibus passe quand il passe, parce qu'il part quand il est parti. Eux, ils sont au début de la ligne, mais quand il rentre, il part quand il part. Donc il passe les prendre quand il passe les prendre. Et ben, pour eux, c'est normal, c'est la norme. Ouais, ils C'est sont pas quelque chose habitués. dont ils vont souffrir parce que c'est ça, c'est pas quelque chose, même Waouh. plus qu'habitué, c'est qu'ils ne connaissent pas autre chose et que pour eux, c'est la Ouais, façon de fonctionner. Donc c'est ça fait très amusant de réfléchir. le constater, Ça fait très réfléchir. amusant de constater et de voir en fait que notre système occidental, il nous offre un luxe qui est quand même C'est important, vrai. qui est celui de la certitude a priori. Parce que C'est prédictible. même, c'est ça, à peu de choses près, je sais quand mon bus va passer, à peu de choses près, je sais à quelle heure je vais arriver du coup, à peu de choses Mm. près, je sais prévoir ma journée enfin, du début à la fin. Et tout ça, c'est pas possible là-bas, mais pourtant les gens vivent. Et c'est très intéressant de le remarquer Ouais. extérieurement. Et je pense que la raison pour laquelle tu as dit que les gens, en fait, ne parlent pas trop de ça, ne le retranscrivent pas, et en fait,
ne sont pas trop intéressés aussi à le voir et à l'observer, ou alors ça les dérange. Et je pense que il y a une raison très simple, c'est parce que c'est souvent du négatif en fait. Quand tu Ouais, vois les cultures, quand il y a deux cultures qui s'entrechoquent, ben, en premier, il y a le négatif qui ressort, après il y a le positif. Après, une fois qu'il y a de l'adaptation, tu peux oui, voir un peu les aspects positifs, mais je pense que les chocs culturels, effectivement. c'est pas du tout une mauvaise chose. Moi, je pense que c'est une manière d'apprendre, enfin, c'est un processus d'apprentissage plutôt, et j'en parle souvent, même pour l'apprentissage de langue, parce que bah, je pense que tu le sais maintenant, c'est un peu ma direction de vie, là, maintenant, je me concentre à fond sur ça. Et je pense que à chaque langue que j'ai appris, il y a eu un moment où j'ai dit, les gens qui parlent cette langue, ils m'énervent. Alors c'est bon, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils m'ont dit ça, ils se comportent comme ça, je les comprends pas, et ça m'énerve. Tu vois, c'est un peu genre, Ouais, c'est un peu ouais, enfantin comme oui, réaction, mais je pense que ça arrive à tout le monde. ouais. Et c'est super intéressant que toi, tu t'es pris je trouve ça super que tu aies pris l'initiative d'écrire, parce que ben, c'est sûr qu'après, une fois que tu es habitué à ça, tu t'en rends plus compte, ou alors t'oublies un peu. Ouais. Et je serais très curieux de voir ta note un jour. Ça me ferait vraiment plaisir de voir un peu Alors oui, à quoi ça ressemble. je peux même t'en lire un bout là si tu veux. Mais juste pour rebondir brièvement sur ce Bien que sûr, tu bien viens de sûr. dire, je trouve ça très vrai. En fait, on est très marqué par le négatif parce que la frustration, elle est beaucoup plus tangible, je trouve, que les sentiments positifs, Ouais. l'émerveillement par exemple. Et c'est vrai que il y a même peut-être une résistance à l'émerveillement parce que on a tendance un peu à représenter notre culture et à ce qui s'y fait de bien. Et donc c'est vrai que Ouais. concéder que ailleurs c'est mieux, parfois c'est pas simple. Parce que bah, en miroir, Oui, on voit mais nos dans la propres sphère limites. du Donc ça c'est voyage, intéressant. je trouve que dans la sphère du Ouais, et c'est voyage, ça au que. contraire, je pense qu'au contraire, les gens se Ouais, focusent vraiment sur ce qui va être le plus spectaculaire et le plus dans tout ce qui est oui, marketing, oui, dans tout ce qui est culture du voyage en général. C'est tout le temps, on voit les belles choses, tout le temps, on voit les choses qui sont mieux. Par exemple, euh, je sais pas, mais j'ai pas d'exemple là, j'ai rien à l'esprit qui me vient. Mais quand les gens partagent des stories, soit des fois il y a des gens qui veulent se plaindre et qui sont déçus et qui veulent partager ça avec les autres, mais la plupart des cas, c'est juste des oui. gens qui montrent des choses merveilleuses, et ils te montrent pas le reste. Et je pense que le reste, c'est ça qui te fait vraiment, c'est ça qui est C'est vraiment ça qui fait apprendre dans tout le voyage. l'intérêt du voyage. Ce qui est Ouais, bien, bah c'est cool, tu t'amuses, mais tu peux aller au cinéma quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, ouais. ça va pas te changer toi. T'as vu des beaux animaux, t'as vu des beaux paysages, c'est génial. Mais ce qui va vraiment avoir un impact sur toi et ce qui va changer un peu tous tes circuits neuronaux et tes manières de voir le monde et de penser, bah, c'est quand tu vas te heurter à un mur, quand tu vas Ouais. comprendre un peu par la Je suis force. vraiment d'accord. Ouais, ouais. Alors, moi, ce que je disais précédemment, c'était vraiment sur un aspect plus psychologique, on va dire. Mais effectivement, Plus je te rejoins personnel. Ouais. complètement voilà, Je sur pense le qu'il y a le constat. personnel, il y a la personne Ouais. quand on est tout seul et dans notre tête, et la personne qu'on est sur Instagram. Et Ah oui, non, mais avec entièrement. les autres, Et dans les relations il y a, sociales. c'est ça. Il y a cette recherche d'idéalisation permanente au travers des stories qui est, à proprement parler, insupportable, je trouve. Parce que, mais vraiment, enfin, moi, j'ai de plus en plus de mal. Là, j'ai grandement diminué mon recours aux réseaux sociaux parce que Ouais. ça fait partie des choses qui m'énervent vraiment. Prendre l'énergie. Parce que elles privent les gens de ce qui compte, je trouve. Parce que les Mm. gens sont plus occupés à chercher la bonne façon de représenter ce qu'ils vivent plutôt que de Mhm. le vivre, en fait. C'est très Et vrai. pour être passé, parce que, alors, petit aparté, je suis parti à Madère aussi entre Et oui, mars et c'est avril vrai. Et oui, c'est avec un vrai. groupe de copains. Et effectivement, on n'a pas tous eu cette même démarche de prise de conscience, surtout par rapport aux réseaux sociaux. Et des fois, je me rendais compte que Ouais. j'étais avec des gens qui étaient plus occupés à prendre des stories qu'à contempler Ouais. véritablement ce qu'ils avaient sous les yeux. Et je trouve ça affreux. Je trouve ça affreux parce que ça déconnecte véritablement ben, le voyageur du voyage, d'une part, Mhm. et d'autre part, ça ne le fait se focaliser que sur l'aspect purement d'apparence, Ouais. l'aspect superficiel de C'est son ça. voyage, Il y a plein de alors choses que que, même les c'est odeurs, ça. t'imagines, alors, tellement Mais oui, c'est important le principe d'odeur en voyage. Quand t'es dans un nouveau ouais, pays, il y a plein d'odeurs qu'on n'a jamais senties. C'est quelque chose qu'on pourra jamais communiquer, enfin, pas encore, communiquer correctement par les réseaux sociaux. Tu peux pas bien décrire sûr. même Et une odeur, à puis, part si c'est t'es ça. entraîné et que tu sais comment le faire, mais ouais. Ouais,
toutes les sensations, tous les sentiments, toutes les remarques qu'on peut se faire qui sont pas Hmm. Ouais, je suis content transmissibles. qu'on ait cette conversation Elles et ont je pense que tellement plus de valeur. Ouais, ouais, je vais juste un peu dis-moi. parler au public. Si, en tant que spectateur, bah, vous êtes forcément intéressé par les langues si vous me suivez moi. Enfin, sinon, qu'est-ce que vous faites? Et donc, les langues, ça vient un peu avec le voyage, ou enfin, les deux vont un peu ensemble. Les spectateurs, si jamais vous avez des points de vue sur ça, peut-être que vous pouvez faire l'avocat du diable et nous expliquer un peu pourquoi on se trompe. Peut-être qu'on se trompe, mais et pourquoi, comment on pourrait voir les choses de manière plus positive. Ou est-ce que si vous avez vous des expériences un peu à nous partager avec ça, des choses que les réseaux sociaux nous vous ont apporté ou les réseaux sociaux au contraire vous ont pris. Mais nous avec Quentin, on est assez d'accord sur le fait que ben, les réseaux sociaux, je trouve que c'est un peu, ça devient un peu une raison pour voyager. Et c'est là que je pense que il y a plein d'argent à se faire sur malheureusement pour les locaux, mais surtout pour les grosses firmes qui vont te vendre des voyages et qui vont te vendre des expériences et puis surtout qui peuvent mettre le prix qu'ils veulent parce que bah, les gens ils s'en foutent, ils veulent de l'expérience, ils veulent juste prendre les photos qui vont avec. Mm. Donc est-ce que tu as Oui, des expériences ou des pensées sur ça? oui. À Bali, par exemple, on a vu beaucoup d'agences qui proposaient des Mhm. Instagram Tours. Alors là, on est dans le paroxysme, c'est-à-dire Ah ouais, non, là dans, c'est assumé là. dans le maximum du superficiel. Et moi, ce que je trouve tragique, voilà, c'est que ben, ça prive les gens de tout le reste. C'est-à-dire qu'ils voient que les vitrines des pays dans lesquels ils se rendent. Ils ne voient que les beaux sites, ils ne voient voilà, que ce qu'il y a d'instagrammable, pour utiliser un terme Hmm. qui va assez bien convenir. Et ça les prive de vivre pleinement le reste parce que ça conditionne un peu l'expérience de leur voyage à l'aspect communicable de celui-ci. Hmm. Et Ouais. moi, je l'ai vu, j'ai eu une expérience personnelle avec des copains à moi qui n'avaient pas la même démarche et qui étaient très axés voilà, sur ce paraître. Et qui passaient à côté de plein de choses parce qu'ils n'y étaient juste pas ouverts, parce qu'ils conditionnaient leur ouverture à la possibilité de communiquer. Et ils y trouvaient Hmm. une véritable, comment dire, on y voyait une condition de l'expérience pleine et entière de ce qu'ils vivaient, la Hmm. transmission de ça et le partage à leur Et communauté toi, tu dirais, d'abonnés, quoi. C'est toi, terrible. en étant un peu informé et en ayant un peu réfléchi à ce sujet, et eux un peu moins et qui se laissent un peu aller par bah, ce qui est socialement acceptable, parce que bah, aujourd'hui c'est plus socialement acceptable de prendre des photos, de les partager que de pas le faire. Toi, est-ce que tu as vu des effets sur eux, peut-être leur état d'esprit, mais peut-être pas ça, mais leur expérience de voyage? Est-ce que tu voyais leur amusement, est-ce qu'il y a des choses qui les impactaient eux directement, ou comment est-ce que tu as pu observer tout ça? Qu'est-ce que tu as observé plutôt? Alors, euh, que ça les impacte, ça c'est évident. Par exemple, un petit point assez amusant que j'ai pu remarquer, c'est que à l'arrivée sur des sites d'intérêt, on va dire, ils avaient souvent le réflexe de se saisir de leur téléphone avant d'observer, ce que Mhm, je faisais pas en fait. mhm. Et alors je prenais mes photos, hein, que Mais je oui, gardais au passage. bien Je prenais sûr. mes photos et ça me faisait plaisir de le faire, mais les photos passaient après la contemplation. Et en fait, la séquence, elle en dit long, je trouve, parce que elle laisse transparaître les priorités. Mhm. Parce que si on se précipite à la vue de quelque chose de beau sur son téléphone, c'est que notre priorité à nous, c'est de le conserver et de le partager. À l'inverse, si on prend d'abord le temps de l'observer et ensuite de l'immortaliser, c'est qu'on est vraiment Mhm. beaucoup plus axé sur l'expérience plus personnelle de ce Mhm. qu'on vit. À mon sens, c'est ma lecture de la chose, parce que j'ai ces exemples-là, hein, j'en suis Ouais, conscient. Mais voilà, je pense que ça les impacte parce que ça dépersonnifie leur expérience. ouais, Ça, c'est une expérience qui vit autant pour eux que pour ceux à qui ils vont la partager. Alors que là, enfin, là où moi, au même moment, j'avais beaucoup plus l'impression de vivre ça pour moi. Et c'était ouais. revendiqué en fait. C'était je ne prends pas mon téléphone parce que je m'applique à vivre ça pour moi d'abord et après éventuellement le sauvegarder et en faire ce que je voudrais avec. Voilà. Et Ouais. c'est une séquence qui est très intéressante à étudier parce que ben, elle en dit long. Voilà. Tu sais ce que moi j'ai observé? Parce que je t'ai posé la question peut-être pas en attendant une réponse, mais en voyant si tu avais aussi observé ça. J'ai voyagé avec des gens qui, pareil, avec ce même
en fait, on peut pas en vouloir à ce genre non plus. Parce que c'est vraiment accepté socialement et je pense que le pas le faire et de faire un peu comme nous on fait, ça a ses autres, pas désavantages, mais d'autres aspects un peu moins positifs. Mais Ouais, ces gens-là, en fait, euh, parce que quand tu partages des choses, c'est parce que tu veux que les gens les voient, mais tu veux aussi voir les choses des autres, je trouve. Donc tu vas ouais. aussi voir, Oui, c'est même si vrai. c'est pas les gens que tu connais, tu vas aussi consommer. Donc ça, c'est aussi la partie, c'est que bah, ça prend du temps. Alors qu'en voyage, ou genre quand tu veux vraiment avoir une expérience profonde et humaine à un endroit, de pas être sur son téléphone tout le temps, ça permet d'avoir plus d'opportunités. Et puis tu structures ta journée différemment, bah, parce que le matin, ça prend moins de temps à se préparer, des choses comme ça. Mais ce que j'ai vu, c'est que les gens avec qui j'ai voyagé, en fait, ils avaient envie d'aller à d'autres destinations alors qu'ils étaient déjà dans une destination qui était folle et qui était super belle et qui avait son lot de petites pépites. Et en fait, ils étaient un peu inhibés à toutes les choses que moi je voyais et qui m'émerveillaient. J'étais un peu comme un enfant, j'étais là en mode waouh, c'est trop beau, pourquoi ils font des choses comme ça? Venez, on va se balader là-bas, je sais pas ce qu'il y a, venez, on va juste marcher. Et en fait, c'était pour eux, c'était moins excitant quoi, c'était un peu moins ça leur donnait moins envie. Et puis ils regardaient sur Ouais, Instagram ou sur TikTok, regarde cette destination, elle a l'air trop belle, on peut aller là-bas et tout. Alors qu'ils étaient encore en voyage. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui m'a un peu rendu triste. Je peux même dire ouais, jusque là, bon, je suis sensible comme personne, mais je trouvais ça un peu morbide, tu vois. Je trouvais ça un peu ouais. Cette bizarre. permanente insatisfaction et cette attente du mieux. Alors moi, j'ai un Ouais. truc très amusant pour illustrer ça. C'était très amusant, je trouve, Est-ce que parce que c'est ça avec un résonne âne? beaucoup. Est-ce que c'est Alors non, pas du tout. le paradoxe de l'âne? Non. Alors non, alors non, c'est vraiment une image que je tire de mon voyage en Indonésie. Vas-y. Parce que en fait, ça m'est pas venu comme ça, mais effectivement, je l'ai expérimenté aussi. On était sur la fin de notre voyage et on est passé donc au large de Lombok sur les îles Gili. Les îles Gili, c'est trois petites îles au nord de Lombok qui sont Ouais. absolument magnifiques. Et en fait, les îles Gili sont très reliées à Bali parce que les îles Gili, c'est un endroit où, en plus d'être très beau, on fait beaucoup la fête. Et donc, il y avait des tours opérateurs installés à Gili qui reliaient Bali dans la journée et inversement. Après arriver à Bali, on avait des tours opérateurs qui reliaient Gili dans la journée. Et en fait, les tours opérateurs de Gili disaient de Bali que c'était the place to be. Et à Bali, en fait, les tours opérateurs disaient que c'était Gili, the place to be. Et en fait, c'est très amusant parce que on est à un endroit et on est perpétuellement dans une projection meilleure Ouais. Ouais. d'un d'un endroit qui n'est pas l'endroit dans lequel on est. Et ça, donc c'est vraiment ce à quoi tu fais référence, c'est vraiment un truc qui est favorisé par les réseaux sociaux, parce qu'en vacances, on va voir les vacances des autres, on va se dire, Mm. putain, mais L'herbe est c'est plus mieux que verte ce que je fais ailleurs. là. Ouais, l'herbe est plus verte ailleurs, effectivement. Mais ça, exactement, ça empêche complètement d'apprécier ce qu'on vit au moment où on vit et d'en apprécier toute la beauté. Parce que si on est toujours là à confronter ça aux mille et un endroits plus beaux potentiellement qu'il y a sur Mm. cette planète, ou du moins mieux idéalisés hein, par Mm. les stories qu'on va en voir, ben on va jamais être content de ce qu'on voit. Et ça, c'est un C'est truc qui vrai. m'a fait froid dans le dos. Et c'est une réflexion que je me suis faite là-bas, en arrivant à Bali. Mm. Je me suis dit, pétard, mais c'est les mêmes tours opérateurs, sauf que ben, leur message change mais qu'en fait, The Place C'est to Be, ça devient bizarre. Gili, alors que sur Gili, The Place to Be, ça devient Bali, quoi. Et du coup, on arrive sur Ouais, Gili, on voit il que y en a pas Bali, en c'est The Place fait. to Be, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a pas Voilà. de Place to Be. C'est que, Ouais. c'est que c'était très amusant de voir que ça se reprenait, mais ça n'en finit jamais, finalement. Mais je pense que ça part d'un processus physiologique qui est complètement valide en fait. Je pense que en évoluant, on voulait toujours améliorer parce que bah, ça nous a permis de survivre. Et puis je pense qu'il y a pas mal de peur aussi qui est liée à ça. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que ben, moi, quand je suis allé à Porto aussi, j'ai eu les premiers jours, ou peut-être les jours un peu après, genre à la fin de la première semaine, j'ai eu cette réflexion. Je dis, tiens, est-ce que je serais pas mieux là? Est-ce que ça aurait été pas mieux, plus rigolo, plus intéressant là-bas? Et puis je me suis dit, mais Lucas, arrête, t'es là, c'est fou, genre tout ce qu'il y a autour de toi, profite et je pense pas à ça. Imprègne-toi de ce qu'il y a là, et puis après tu pourras peut-être te dire, bah en fait je pourrais profiter mieux ailleurs. Mais tu sais pas encore ce que c'est là où tu es. Et ça m'a. Ouais, je pense que en voyageant seul, ça le fait un peu plus. Parce que bah, on a beaucoup de temps pour réfléchir. Peut-être qu'on peut parler un peu de ça maintenant. En voyageant seul, maintenant j'ai eu la même expérience que toi, voyager un mois dans un pays, mais moi je suis resté au même endroit.
euh, comme je disais, ça amène son lot de peur, dont avoir envie d'aller ailleurs. Et je pense que les réseaux sociaux, c'est vraiment un catalyseur plus qu'autre chose. Oui, tout à fait. Moi, moi, de ce que je peux retirer de mon expérience de voyage seul, en fait, c'est tout un apprentissage de la confiance en soi qui se Je te fait là-dedans. rejoins 100%. Parce que on est les seuls responsables de ce qu'on fait Ouais. et on est les seuls responsables de leur appréciation. Donc, on a le Ouais. process intégral à notre charge. Et si à un moment donné, on n'est pas suffisamment confiant dans ce qu'on va faire, ça peut très vite déraper et mal se passer parce que, Mm. bah, tu l'as dit en fait, il y a personne qui va nous driver, il y a personne qui va Mais surtout, il n'y a nous amener personne d'un pour point A à un nous point B. valider. Il n'y a pas de validation. C'est ça. Il n'y a pas de Toi, validation tu te autre que la valides, tu sienne. valides ce que tu fais et tu te dis, est-ce que mon expérience, elle vaut le coup? Est-ce que je suis en train de m'amuser là? Ouais. Ben oui. Si tu te dis oui et tu as la confiance de dire oui, c'est vraiment super ce que tu dis. Pardon, je te laisse continuer. Oui, bien sûr. Non, mais c'est très pertinent ce que tu dis. Il n'y a pas de validation. Et si, euh, en plus de ça, on se prive de notre validation par des sollicitations extérieures qui nous font penser qu'on a fait des mauvais choix, mais alors là, c'est pire que tout. Parce qu'en fait, il y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais choix à proprement parler. Il y a que des choix personnels et des retours d'expérience, je pense, très sincèrement. Bon, après, Mhm. évidemment, il y a des mauvais choix, mais pas à ce niveau-là, quoi. À ce niveau-là. Il y a que des retours d'expérience et des lectures d'expérience qui vont différer. Et à proprement parler, une expérience devient bonne ou mauvaise en fonction de ce qu'on en retire. Et là, moi, où, par exemple, je pense que cet excès de présence sur les réseaux sociaux et ce désir de partager ce qu'on fait Mhm. devient limitant, c'est que de ces personnes-là, j'ai senti que bon, il y avait un vrai fossé de compréhension du voyage entre elle et moi, en fait, Mhm. mais j'ai senti que dans leur tête, c'était inenvisageable, par exemple, de partir seul. C'était quelque chose Ouais, c'est quelque d'inconcevable. chose que j'ai vu aussi. Ouais, c'est un peu C'était triste quelque parce chose que ouais. d'inconcevable parce qu'ils n'en voyaient pas, ils n'en voyaient pas les bons côtés, ils n'en voyaient pas l'intérêt, ils n'en voyaient pas l'aspect formateur. Et c'est là que je peux dire aussi, en l'illustrant pour le coup, que ils ne vivent pas le voyage pleinement en fait, parce que ils n'en voient pas tous les bons côtés. En Mhm. l'occurrence, ils ne se projettent pas dans quelque chose dans une expérience qui est difficile, mais qui peut être tellement formatrice. Mhm. Ils sont pas sensibilisés à cette partie-là du voyage, et c'est Mhm. dommage. Mais, euh, mais voilà. Donc Ouais, voilà mais mon point de je vue te sur la rejoins question. sur encore, bah, c'est cool parce que là c'est vraiment une discussion, on est super d'accord sur tout ce qu'on dit. Et je vous jure, il y a plein de discussions qu'on a eues. Je pense on s'est un peu genre, je pense qu'on s'est formé ensemble. Parce que moi c'est comme ça que je le vois. Ouais. On a fait vraiment les phases toutes les phases de la croissance et il y en a encore plein qui arrivent. Voilà. Mais là on est d'accord. Et ouais, ce que j'allais dire c'est que il y a tellement de peur, tellement de difficultés. Et en prenant un peu de la maturité, du recul, en fait, maintenant, j'aime bien me dire quand je suis en train de galérer, genre quand je trouve pas mon bus, quand j'ai raté un bus, quand je suis, je sais pas, la dernière fois, j'ai quelque chose de bête, mais j'avais pris un repas dans mon sac que j'avais mis dans un sac plastique avec, genre, il y avait une sorte de pot en plastique dans un sac plastique. Et je me suis dit, super, ça va pas couler dans mon sac, même si ça coule dans mon sac plastique. Le problème, c'est que j'ai mis un couteau et une fourchette dans le même sac. Du coup, ça a coulé et ça a coulé dans mon sac. Du coup, mon sac était dégueulasse. Je vous épargne les détails. Et en fait, quand je suis dans des moments comme ça, où je suis tout seul, je suis seul au monde, j'aime bien me dire, ben, t'es en train de traverser une grosse difficulté, un gros défi, mais c'est ça qu'en fait, c'est là que tu apprends. C'est là que, et on peut parler un peu des neurosciences derrière tout ça, parce que je pense que toi aussi, t'as toujours été un peu intéressé par ça, mais c'est que quand tu es dans ces endroits, dans ces mind spaces, dans ces Dans, cognitions, dans ces dans endroits dans ces ta tête, dispositions d'esprit, c'est oui. ça, dans des Ouais, dispositions d'esprit, que tu apprends et que tu es genre une éponge et que ouais, après, si t'as pas ces moments-là, je trouve que ton voyage, c'est des vacances. Voilà, ça pourrait être ouais. partout dans le monde, c'est Effectivement. pareil. Ouais. Effectivement, parce qu'il y a un point que tu soulignes là avec ton exemple, que j'ai remarqué, c'est que la recherche perpétuelle d'idéalisation, elle a pour conséquence aussi de rendre les frustrations insupportables. Ouais. Et ça, je l'ai vu avec les collègues donc avec qui je suis parti à Madère, plus sympa, forcément en Indonésie. Les moindres petites déconvenues qui font le voyage en fait, hein, et ça j'insiste là-dessus Bah parce que oui. nous nos plus belles C'est les nos plus beaux mémoires, ouais. souvenirs d'Indonésie, Mémoires, nos plus gros fous rires, les ils souvenirs. viennent de déconvenues à la base, alors qu'à Madère,
c'était un voyage beaucoup plus facile en termes d'organisation, mais les micros déconvenus complètement anecdotiques en devenaient beaucoup plus difficilement supportables. D'une part parce que bah, elles n'étaient pas accueillies comme il se devait, et d'autre part parce que j'étais aussi avec des gens qui ne les toléraient plus. Voilà. Qui ne les toléraient plus parce que ils avaient cette recherche perpétuelle d'idéalisation et que pour eux un voyage, bah, c'était des posts Instagram, voilà. Et en fait, la Madère, ça s'y moindre prête bien en plus. frustration, Madère, en ça s'y plus, prête très très bien, c'est très effectivement, visuel. Très très visuel. Moi, là où ouais, j'étais à et la moindre, Porto, c'était un peu plus. C'est un peu plus compliqué parce qu'à Porto c'est très mignon, c'est très joli, mais bah, c'est vrai quand même que c'est assez impressionnant. Mais je veux dire, t'as pas toute cette nature qui est à couper le souffle, on peut le dire. Bah, la photo que j'ai derrière moi, pour ceux qui regardent le podcast, j'ai une photo tout en haut de Madère, au point le plus haut. J'ai pris, il y avait les nuages sur la montagne et j'ai pris une photo de ça. Bon là, ça se voit pas très bien sur l'écran. Mais ouais, Madère, en plus, ça serait l'endroit qui s'y prêterait le mieux avec Hawaï ou des choses comme ça, tu vois, où, je sais pas moi, dans les fjords. Et encore, ouais, ben, ce sera jamais assez, quoi. Ça pourrait être sur la ah Lune, ouais, il y aurait des ouais, problèmes, effectivement, et tu vois, ce serait. ouais, C'est ouais. ça, c'est vrai que il y a toujours l'impressionnisme, genre. Enfin, pas l'impressionnisme, genre. Quand les gens veulent être impressionnés, tu vois, il y a toujours une barre plus haute. Toujours Ouais, cette un recherche coucher de de soleil plus spectaculaire en fait. beau. Ouais. Spectaculaire, c'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. cette recherche Ouais, ouais, ouais. spectaculaire permanente, enfin, c'est juste une fuite en avant vers surtout de l'insatisfaction en fait. Et la clé, Ouais. bah, c'est vraiment d'apprécier ce qu'il y a sous nos yeux, en fait, de savoir le faire en fait, et de savoir accueillir aussi les déconvenus nécessaires pour en profiter. Et Ouais. voilà. Là, Bon, après, on est. on a. Ok, merci beaucoup. On a soulevé beaucoup de problèmes. Est-ce que peut-être qu'on peut trouver des solutions, pas des solutions, mais donner des petits tips et des petits trucs pratiques pour justement les gens qui nous écoutent. Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui voudraient faire plein de voyages, un peu comme nous on a fait, ou même qui en ont fait déjà, mais qui seraient intéressés de savoir, nous, comment on met en place un peu cette genre de philosophie, cette genre d'état d'esprit en se considérant voyageur et humain avant d'être un compte Instagram, tu vois. Est-ce que toi, tu as des recommandations, des choses tu te dis, où tu te dis, si je le fais pas, genre mon voyage, il est. Bon, ou alors si je l'ai fait, au contraire, mon voyage, il serait vraiment pas pareil. Est-ce que tu as des petites choses comme ça? Alors, je pense que j'ai plusieurs idées qui me viennent. C'est très très centré sur l'emploi et le recours au téléphone. Voilà. Mhm. Parce que j'- à titre personnel, et bah, ça s'est compris, je pense. Euh, j'ai un recours assez modéré au téléphone parce que bah, il me dérange. Et moi, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de séparer temporellement les, euh, les différentes phases d'appréciation, en fait, Mhm. d'un voyage et de commencer par son appréciation personnelle. C'est ce que je disais tout à l'heure Ouais. avec la séquence d'arriver sur des sites spectaculaires. En fait, il faut faire attention, par exemple, à mon sens, à pas se précipiter Ouais. sur le téléphone, à pas se Vraiment. précipiter sur la communication de ce qu'on vit, mais à se précipiter, voilà, sur la contemplation, sur aussi sur, sur l'interrogation de soi-même, en fait. Ouais. Parce que Je te rejoins. ouais, mesurer la beauté d'une chose qui est sous nos yeux, ça prend du temps. Et Mhm. ce temps-là, il peut pas se permettre d'être raccourci, en fait. Il peut pas se permettre d'être raccourci ou d'être parasité par des pensées qui vont euh, qui vont être vraiment de l'ordre de la communication, en fait, parce que pour moi, réaliser la beauté de quelque chose, rentrer dans un paysage, rentrer Mhm. dans une expérience, ça prend nécessairement du temps, ça prend le temps de l'imprégnation, en fait. Et Mhm. il faut le prendre ce temps-là, il faut le Tu prendre ce dirais temps-là, il faut pas hésiter à se... combien de temps, parce que ça prend du temps, ça peut être genre, ah, ça prend une minute, le temps de s'acclimater, de pouvoir voir tout ce qui est autour de toi, ou ça peut être aussi, ça prend 2 mois, tu vois, Ouais, quelle échelle temporelle, toi, tu dirais, alors c'est à la fois micro et macroscopique, parce que c'est ouais. microscopiquement, c'est euh, prendre du temps face à toutes les expériences qu'on vit. Mhm. Et je pense que le temps que ça doit prendre, c'est le temps qu'on se dise, pétard, ce que je vis là, c'est vraiment beau. C'est de toucher du doigt, en fait, à quel point on est chanceux ou à quel point ben, ce qu'on voit là, ben, ça a un côté miraculeux, en fait. Voilà, ça c'est Mhm. l'aspect microscopique de la démarche. L'aspect macroscopique de la démarche, il est plus tourné vers l'appréciation à long terme, Ouais. d'une part rétrospective et d'autre part prospective aussi de ce qui nous reste à vivre. Mhm. La façon dont on va se disposer mentalement pour accueillir ce qui arrive.
Et ça, c'est vraiment de l'état d'esprit à proprement parler, qui est plus Ah large. ouais, C'est des dispositions d'esprit, voilà, comme on disait tout à l'heure. Euh, et si ça vous tient à cœur, vous privez pas de poster sur Instagram ce qui vous a plu, mais faites-le dans un peut-être le second faire temps et après, séparez. ouais, C'est ça, ouais, séparez vraiment euh, la contemplation et l'appréciation ouais. personnelle, ce que vous Donc vouliez, toi, de sa communication. pour Ouais, résumer tes aspects pratiques, c'est genre euh, sav- savoir que ça prend du temps d'apprécier un endroit, ouais, une culture, une expérience. Donc quand on le fait, avant, peut-être aussi d'y aller, pas avoir trop d'attentes, et après, quand on réfléchit à ce qui s'est c'est passé, c'est ça, ça? c'est ça, exactement. C'est et puis pas hésiter aussi à noter ses impressions, noter ce qui nous Ouais, a choqué, à noter ce qui nous a émerveillé pour différentes raisons. ok, Et c'est vraiment une ouais. démarche d'extraction de ces sentiments, de ces sensations qu'il faut faire et qui prend du temps mais qui est pourtant nécessaire à la rétention des Mhm. expériences quoi et à leur valorisation. Pause terminée. Pour les Top. auditeurs, on reprend. J'ai fait vraiment besoin, ma vessie était en train de me crier. Donc toi, Quentin, juste pour redire un petit peu ce que tu as dit, attente, faut pas trop s'attendre à des choses de fou, on sait pas ce que ça va être. Quand on est là-bas, prendre le temps, pas réagir en une demi-seconde, mais genre prendre le temps de vraiment genre se laisser le temps, il y a des réactions qui viennent plus tard, c'est ça, je suis Ouais, correct. Et après, en y réfléchissant, se garder un peu une ouverture d'esprit quand on se remémore le voyage parce qu'on peut toujours en tirer des choses de nos souvenirs et c'est là que notre cerveau aussi va un peu analyser tout ça plus longtemps après. ouais, C'est à peu près ouais. ça. Et alors, moi maintenant, je vais te donner mes trois petits conseils qui sont un peu plus peut-être pratiques. Toi, c'était sur la philosophie, c'est bien, on va se complimenter. Les miens sont plus pratiques. Moi, je pense que déjà, ne pas le dire à tout le monde quand on part quelque part, ça peut être une bonne chose. Parce que ça C'est coupe intéressant. ce besoin de leur raconter, de penser un peu à tes activités pour les raconter. Parce que, on va dire que tu peux faire du jet ski, tu peux faire des trucs, des choses qui sont un peu spectaculaires et impressionnantes pour les autres. Ou alors, tu peux juste aller dans un temple indonésien, ou je sais pas si toi tu as eu des expériences comme ça, où en fait, bah, tu grandis, tu contemples comment eux ils vivent, ils réfléchissent, leur philosophie, tout ça. Et bah, si tu en parles à quelqu'un, bah, c'est rien de. Enfin, c'est sûr que c'est. Nous, on a la sensibilité pour se rendre compte à quel point c'est fou, mais voilà, des gens qui auraient l'habitude d'entendre plus de choses spectaculaires, c'est un peu moins. Mais voilà, j'en dis trop. Ouais, c'est très intéressant. Donc ça c'est mon premier. Mon deuxième, c'est que il faut savoir quand on voyage seul, surtout quand on n'est pas tout le temps avec plein de monde qu'on rencontrerait, quand on a du temps seul, ça prend 10 jours minimum où on est vraiment pas stable émotionnellement. Moi je trouve qu'il y a 10 jours pour prendre ses marques émotionnelles. C'est-à-dire que quand j'étais à Porto, les 10 premiers jours, j'avais des moments où j'étais un peu triste, des moments où au contraire, j'allais très haut dans les émotions, j'étais trop content, j'avais envie de crier tellement j'étais heureux. Il y a des moments où j'étais très déçu, j'avais peur. Et donc je pense que 10 jours, c'est la période, c'est le buffer, c'est la période où ça va être un peu plus mouvementé. C'est pour ça que je pense que rester 4 semaines à un endroit, c'est bien. Parce qu'après, ça permet de l'apprécier à la fin. Et la dernière chose, c'est que, bah, les gars, l'ennui, c'est bien. En voyage, on s'ennuie, des fois. Mais je sais pas si toi ça a été ton expérience, mais moi j'ai eu une grosse expérience avec l'ennui. J'ai eu genre des après-midi où je savais pas quoi faire. Et en fait, c'est un moment où ben, t'as plein de choses à faire. Il y a toujours plein de choses à faire, d'activités qu'on soupçonnerait même pas. Et toutes ces activités, tu les considères et t'es là en mode, ben non, ça m'intéresse pas. Et ben c'est pas grave. Tu vas marcher, tu vas te perdre à un endroit, tu vas te baigner, tu vas t'allonger quelque part. Et après, t'as toute la créativité qui revient le soir et le lendemain, ou alors le surlendemain. Tu trouves plein de choses à faire. Et je pense que c'est une partie très intéressante du voyage, s'ennuyer. Ouais, ouais, oui, ça c'est très important de le rappeler, je trouve. Moi j'ai pu toucher ça du doigt aussi pendant ces 5 semaines là-bas, parce qu'on avait des temps de trajet qui étaient très longs. Tout à l'heure, je t'ai dit, on a fait 8 heures de minibus pour arriver au petit village de Tamanjaya. Ce n'est qu'un exemple parmi Ça va être d'autres. dur, hein. T'es Les distances qu'on debout ou tu parcourait. peux t'asseoir? Alors, c'était des minibus à l'indonésienne, c'est-à-dire des minibus surchargés. On a fini sur le toit, par exemple, du minibus. Très amusant.
Et ouais. On a passé un peu le trajet à bouger dans le minibus en fonction des entrées, des sorties, de la Hmm. place qu'on avait. Mais les trajets là-bas, aussi longs furent-ils, avaient toujours ce côté, comment dire, stimulant, parce Là, que tu voyais le paysage au moins. c'est ça. Et on avait conscience que, mais en fait, le trajet fait partie du voyage. Le trajet, Hmm. typiquement, chez nous, c'est un temps mort. C'est un temps où il se passe rien, c'est un temps Ouais. qu'on raccourcit au possible et qu'on redoute parfois, alors que là-bas, c'était pénible physiquement parce qu'on a fait Hmm. jusqu'à 16 heures de bus, hein. Donc c'est pas rien quand même. Très pénible Mon physiquement, Dieu, surtout quand on dort pas. 16 Ouais, heures. mais c'est ça. Mais il y avait une perception de l'expérience et de l'ennui qu'elle entraînait qui était quand même différente. Et se rendre compte de ça, ça me rendait hyper heureux parce que ça faisait vraiment partie de l'expérience, partie du voyage. Ça faisait partie de l'exclusivité de ce qu'on vivait à proprement parler et ça rendait les trajets aussi intéressants. C'est là que je parle d'analyse rétrospective parce que pendant les 16 heures de bus, il y a bien un moment où vous en avez marre, vous avez juste envie que ça se finisse, vous avez envie Ouais, d'arriver, vous avez envie de je veux pleurer bien parce que vous croire. avez mal, parce que le mec d'à côté il fait 4 tonnes et il vous déborde dessus. Bon, mais rétrospectivement, c'est très rigolo parce que ça fait partie des expériences qu'on a eues là-bas qui sont typiques et qui m'ont vraiment rendu heureux. Et ça faisait partie du voyage, quoi. Il y avait C'est fou. un côté un peu Ouais, je suis inconnu au d'accord. trajet et c'était très intéressant de les vivre. Et de s'ennuyer dedans, et parce que ça permettait aussi, ces temps morts, de réaliser ce qu'on vivait. Voilà. Et l'ennui en voyage, c'est aussi D'avoir des temps pour réaliser ce qu'on vit. couper le stimuli, couper un peu Couper les le rythme, ouais, stimulations. Je pense ouais, que c'est important. Puis après, en plus, tu t'habitues ouais, à toutes ces aventures. Tu veux pas t'habituer, tu veux garder un peu c'est l'inspiration que ça te donne dès que tu c'est découvres un ça, nouvel ouais. endroit. Je pense Parce que que avoir un c'est truc la bonne magnifique tous les jours, équilibre. effectivement, ouais. Avoir un truc magnifique tous les jours, on serait presque tenté de dire qu'au bout de 5 semaines, ça devient la norme, quoi. Et non, ça peut pas l'être. Il faut avoir Non, ces temps quand même il faut où, pas. Il faut pas. où on se rend compte du caractère exceptionnel de ce qu'on vit et que Waouh, c'est pas parce que hier on était dans un endroit exceptionnel que le site d'aujourd'hui qu'on va découvrir qu'il l'est c'est tout ça. autant peut avoir au final une appréciation qui est diminuée, quoi. C'est pas possible. Hmm. Et du coup, c'est ces temps-là, ces temps morts qui permettent de resituer un peu ce qu'on vit Ouais, dans le mais moment. après, ça rejoint un peu avec ça engendre beaucoup de peur parce que bah, moi aussi j'ai senti un peu la peur de bah, je vais pas rentabiliser mon voyage parce que il y a tout un aspect financier et tu te dis ouais je suis en train de dépenser des sous et tout j'ai fait tout ce trajet je suis là et regarde je m'ennuie et en fait je pense que faut juste pas s'attacher à ces sortes de pensées intrusives. Je pense qu'elles sont complètement valides et puis genre on les oublie bien après le voyage. Et en fait Ouais, en voyage, on se rappelle que après. Enfin on se rappelle que. La plupart du temps, ce qui nous vient en premier quand on pense à un voyage, c'est des belles expériences. Et, euh, et en fait je pense que ça c'est possible parce qu'il y a des expériences moins bonnes. Mais c'est un peu oui, paraphrasé ce qu'on a dit plus tôt, mais je pense que bien sûr. c'était important de le redire. Oui, Parler de parce tout que ça la avec base, toi. la, Ah vas-y, t'as encore la un truc base de à dire? Genre, l'appréciation, juste pour conclure, la base de l'appréciation aussi, c'est le contraste, forcément. Parce que pas tout se vaut et que c'est Complètement. bien comme ça. Complètement. Et, euh, et qu'à des moments de pause, il faut aussi savoir les valoriser. Ils te permettent de mieux vivre le reste. Voilà. Mais Mais dis-moi. parler de tout ça avec toi, Quentin, ça m'a vraiment envie donné envie de voyager avec toi spécifiquement. Parce que j'ai fait le voyage avec des amis, mais on n'a jamais voyagé ensemble. Enfin, si, on avait voyagé ensemble, mais on avait quoi? On avait 15 ans. C'était un truc encadré et tout, c'était pas un voyage, c'était juste une Ouais, activité. Mais ça me donne vraiment envie là de qu'on parte, donc mais quand on pourra en moi parler après là, parce je que c'est un sens peu qu'on a personnel, mais c'est beau, c'est super. la même C'est la première conception fois du qu'on parle voyage de et ça me ça fait très aussi, plaisir. qu'on dit ça aux spectateurs. Là, on découvre un peu cette partie de l'un de l'autre parce que bah, quand on se voyait souvent, on n'avait pas d'expérience de voyage tous les deux, ou peu, en tout cas pas seul. Oui, Et là, maintenant, je découvre un peu ta vision et en fait, on a la même vision carrément, à peu près. Et c'est super. Et je pense que il faut qu'on s'organise un petit truc là. Donc ouais, oh je pense oui, ouais, oui, on arrive à une fin un peu logique, même si du podcast c'est naturel, même s'il y a tellement de sujets qu'on pourrait parler. J'avais des bien sujets sûr. un peu plus profonds, même si ça c'était assez profond, j'avais des sujets profonds, mais
Écoute, moi je suis pas fermé au fait de réinviter les gens sur mon podcast, donc je vais peut-être recommencer à faire ça. Donc dans le futur, on pourra toujours parler de ça. Et moi, ça Mais sera avec plaisir. ouais, j'ai passé un Ouais, super ouais. moment avec toi, Quentin. Je suis Et moi vraiment content aussi. de t'avoir invité. Tu as bien représenté le Sud. On a représenté le Sud ensemble. Si c'est pas beau ça. Ben, je suis Et ouais. très heureux d'avoir pu parler de tout ça, hein. Vraiment, Est-ce que, une super ouais, expérience. est-ce que tu as un Dis-moi. message à faire passer, même si on a fait passer des messages à plusieurs moments, tu as un message à faire passer aux auditeurs? Est-ce que je te donne une minute ou 30 secondes pour leur dire des choses que tu as sur le cœur ou que tu voudrais qu'ils sachent? Alors, puisque le thème principal du podcast, ça a été quand même le voyage et le rapport au voyage plutôt. Moi, j'aimerais vous faire partager ma vision euh, sur l'importance du voyage, sur l'importance de la confrontation à Mhm. l'inconnu et à quel point, à mon sens, c'est la meilleure façon de grandir, de se développer en tant que personne Mhm. et d'avoir une appréhension plus étayée du monde tel qu'il est vraiment. Ça sert dans tous Ouais, les tu peux plans un de peu votre vie, vraiment. paraphraser un peu ça parce que je pense que l'appréhension plus étayée du monde, même moi j'ai du mal Alors à oui, comprendre Quentin. alors ouais, alors c'est vraiment voyager, ça permet d'avoir une vision plus riche et plus détaillée du monde, de ce qui se Ouais, fait ailleurs, et ça vous permet de surtout, parce que contraster. ça c'est mon cas, de contraster et de réaliser la chance souvent que vous avez de Mhm. vivre là où vous Ouais, vivez, dans le ouais. confort que vous vivez, dans lequel vous vivez. Et moi, par exemple, ben, j'ai redécouvert le luxe que c'était d'avoir des horaires de bus en rentrant, et ça, je ne pensais jamais le vivre, Ça en me fait fait. trop Et rire. donc, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un exemple qui est trop marrant. Et ce n'est que par la confrontation que vous pouvez vous rendre compte de ça, en fait. Donc, Ok. frottez-vous au monde et pas forcément au monde lointain, frottez-vous à différentes Ça peut, ouais, on cultures parlait pour. d'Indonésie, du Ouais, Portugal. Portugal, c'est loin de là où je vis, mais bien sûr. ça peut être l'État d'à côté si Ouais, vous êtes aux États-Unis. Déjà, là, il y aura des ouais, différences. Ça peut être un pays qui a 2 heures ou 3 heures de route si vous êtes européen, il y en a plein. ouais, C'est donc, ouais, ouais, c'est aussi ça, aussi la dimension du voyage qui est un peu oubliée. Le voyage, c'est le fait d'être dans un environnement qu'on connaît pas. Voilà, ouais, c'est juste ça. Ça peut être la ville d'à côté, ouais, si vous connaissez pas l'environnement, s'ils parlent notre langue, ou si ils parlent différemment, tu vois, ça peut être complètement différent. Ben voilà, merci, c'est ouais. une très belle façon de terminer le podcast. Je suis assez Mais, nul pour les fins franchement. de vidéos et de podcasts, je suis en train de me rendre compte, donc j'essaie de m'entraîner un peu à ça. Donc voilà, on va terminer en douceur. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Si vous avez des Merci suggestions à tous. pour des autres invités, des autres questions qu'on pourrait aborder dans un futur podcast, n'hésitez pas à me les contacter, soit moi personnellement sur Instagram, je mettrai mon Instagram dans la description, ou soit en commentaire. Et voilà, passez une bonne journée. J'ai une tradition avec mes invités, c'est que je dis à bientôt. Donc, et j'aime bien que l'invité le dise aussi, je préfère le préciser. Donc à bientôt et merci de nous avoir regardés. À bientôt. Tell me how